Le problème de l'homosexualité n'avait jamais été abordé à la télévision avant 1975. Ce sont en effet les dossiers de l'écran qui en ont parlé les premiers à la télévision en janvier 1975. Je pense d'ailleurs que beaucoup d'entre vous se souviennent de cette émission qui avait eu à l'époque un grand retentissement. Elle avait été précédée d'un film et les amitiés particulières, et les invités principaux étaient Roger Perfit, Yves Navarre et Jean-Louis Bory. C'était la première fois que des hommes, que des écrivains venaient à la télévision déclarer à visage découvert qu'ils étaient homosexuels. Jusqu'à présent, jusque-là, on peut dire que le sujet avait été plus ou moins tabou et que les homosexuels, d'une façon générale, indépendamment de la télévision, étaient plus ou moins réduits à une sorte de clandestinité. Nous en sommes aujourd'hui en 1984, 10 ans ont passé, et il semble qu'en ce qui concerne l'homosexualité, les choses aient considérablement évolué. L'homosexuel se déclare plus volontiers, il arrive même que certains d'entre eux s'affichent. Il y a des radios homosexuelles, il y a une presse homosexuelle, il y a des lieux de rencontre qui font volontiers leur propre publicité. Et il semble, je dis bien il semble, que de son côté, la société admette plus volontiers le phénomène homosexuel. Je dis il semble parce qu'en fait, c'est la question qui sera ce soir au cœur de notre débat, la question de savoir quelle place occupe aujourd'hui, en 1984, l'homosexuel et comment la société le considère. Pour illustrer notre émission de ce soir, nous avons retenu un film dont le propos, je dis bien le propos, est plutôt plus audacieux que celui des amitiés particulières, puisqu'il raconte l'histoire d'un jeune homme qui découvre l'homosexualité de son père. Notre émission marque également le retour, ce soir, au direct, c'est-à-dire que vous pourrez tout à l'heure exprimer vos sentiments sur le problème que nous allons traiter ce soir, poser toutes les questions que vous voudrez, et Gilbert Kahn, qui se trouve à SVP pour nous ce soir, sera votre intermédiaire et il établira avec nous, avec nos invités ici, un dialogue. Ces invités, je voudrais vous les présenter en commençant par Jocelyne François. Jocelyne François est un poète, une romancière qui a été mariée pendant 7 ans, mariage qui a donné naissance à 3 enfants, mais qu'elle a rompu pour vivre avec Marie-Claire, une amie de l'adolescence. C'est cette rencontre et cet amour pour Marie-Claire que Jocelyne François raconte dans son roman « Junou Espada » qui a été couronné par le jury féminin en 1980. Dominique Fernandez, lui aussi, est écrivain. Il a obtenu en 1974 le prix Médicis avec Porporino ou Les Mystères de Naples et le prix Goncourt en 1982 avec un livre intitulé « Dans la main de l'ange ». Il a été marié, il a 2 enfants et il a écrit un autre roman qui s'intitule « L'étoile rose » pour affirmer son homosexualité. Hugo Marsan est également écrivain, il est également journaliste au Guépier. Le Guépier s'écrit en 2 mots, c'est un hebdomadaire homosexuel. Et Hugo Marsan est l'auteur d'un livre enquête intitulé « Un homme » sur les comportements et les modes de vie du monde gay, ce qui signifie homosexuel maintenant. C'est un mot qui nous vient d'Amérique, mais qui est couramment utilisé sur le monde gay, sur le monde homosexuel dans notre société. Renaud Camus, un écrivain qui lui aussi a collaboré au Guépier, pour lequel il a signé des chroniques régulières sur l'homosexualité, qu'il a réuni dans un ouvrage intitulé « Les chroniques acriennes », paru cette année. Le docteur Didier Seux, qui est médecin psychiatre, qui est membre du groupe de travail sur le sida étant cette maladie terrible dont beaucoup d'homosexuels ont été victimes, et enfin M. Paul Venn, qui est historien, qui est sociologue, qui est professeur au Collège de France et qui a notamment étudié l'homosexualité dans l'Antiquité gréco-romaine. 2 des invités que nous accueillons ce soir sur le plateau des dossiers de l'écran ont connu, je dirais même connaissent, vivent cette situation qui est évoquée par le film. D'une part, Dominique Fernandez, qui a été marié pendant 10 ans, qui a eu 2 enfants de ce mariage et qui a quitté son épouse pour aller vivre avec un garçon. Et d'autre part, Jocelyne François, qui a été elle-même mariée aussi pendant 7 ans et qui a quitté son mari après avoir eu 3 enfants de ce mariage pour aller vivre avec une jeune femme. Idylle qu'elle a racontée d'ailleurs dans un livre qui s'appelle « Junou Espada ». Alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation qui est évoquée par le film? Non pas du film en tant que tel, peu importe, mais de la situation qui est évoquée là. Enfin, vous avez connu. Oui, mais moi, je crois que j'ai agi moins maladroitement, moins sottement que le personnage de ce film. Je trouve, que le père? Que le père, qui a attendu beaucoup trop longtemps, et qui en cachant la chose, en a fait un abcès, une chose dramatique. Vous savez qu'un enfant, si on lui dit les choses, ou si on lui fait comprendre, même sans le dire, il n'y a pas besoin de le dire,
Si on montre qu'on vit, qu'on est heureux et qu'on vit bien, que ce soit hétéro ou homo, l'enfant accepte parfaitement, parce que pour l'enfant, il n'y a pas de problème. L'homosexualité est une chose complètement naturelle, je veux dire. Et le film est un peu traître, parce que la caméra passe par le regard de l'enfant. Et ça, c'est gênant, parce que les sentiments qui passent toujours par un enfant ont tendance à nous émouvoir. Mais Ce serait intéressant de faire passer le film, de faire passer le même thème par le regard, par exemple, du jeune amant du père. Mais quand vous avez quitté votre épouse, vos enfants avaient quel âge? Ils avaient 5 et 6 ans. Oui. Et ils ont connu le ou les garçons avec lesquels j'ai vécu, et il n'y a jamais eu de problème. Je n'ai même pas eu besoin de leur expliquer. Dès qu'on explique, on fait un problème, d'ailleurs. Il faut prévenir même l'explication et montrer qu'on vit bien et qu'on est heureux. Et les enfants sont eux-mêmes heureux de ça. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est le mensonge. D'ailleurs, dans toutes les situations, dans l'adultère, c'est la même chose. Dès qu'on ment à un enfant et qu'il découvre par hasard, comme sur le bracelet de la montre, alors là, ça peut être un choc. Parce que si on lui cache, alors il leur fait une montagne, une chose horrible. Mais si on est naturel avec les enfants, il n'y a rien qui ne puisse admettre. Et qui n'admettent volontiers. Vous n'avez pas eu besoin d'expliquer, les choses sont faites naturellement. Absolument pas. Et ce personnage du film, à 14 ans, peut-être c'est un des âges délicats, il fallait le faire bien avant. Et lorsque vos enfants avaient 15, 16, 17 ans, etc., et qu'ils étaient avec d'autres camarades de classe qui pouvaient se moquer de la pédérastie, ironiser, etc., en général, et qu'ils savaient que leur père faisait partie des homosexuels, quelles étaient leurs réactions? Je ne sais pas, mais je sais qu'une fois, après un débat comme ça, un professeur de philo a parlé des PD. Elle a dit qu'on avait vu des PD à la télé, et ma fille, qui avait 17 ans, est allée le trouver. Elle a dit mon père en faisait partie, et c'est le prof qui s'est écrasé. Je crois que quand les enfants sont. Quand on les élève, enfin, quand on leur dit. Même pas quand on leur dit, quand on leur fait comprendre ça, ils sont très forts, ils savent répondre, même aux camarades, je suis sûr. Mais ils acceptent par amour pour le père, peut-être, non? Mais je crois, vous savez... C'est une question. Le problème de l'homosexualité est un problème d'adultes corrompus par la société répressive. Je veux dire, en soi, il n'y a pas de problème. C'est comme il y a des blonds, des bruns, il y a des gays et des straights. Il n'y a aucun problème. C'est nous qui avons fait un problème. C'est un siècle de répression. En soi, il n'y a pas de problème. Alors, Jocelyne François, de votre côté, lorsque vous avez quitté votre époux, vos enfants avaient quel âge, vos 3 enfants? 6 ans, 3 ans et 2 ans. Et je suis tout à fait du même avis que Dominique Fernandez. Vraiment, ce film, qui est très chargé de malaise et de morbidité, est basé sur une absence de parole. C'est presque pire que de mentir. Il y a une lourdeur tout au long de ce film qui vient de ce que tous les petits signes ne sont jamais éclaircis. On laisse l'enfant s'enfoncer dans le doute, dans le questionnement auquel personne ne répond. Et comme l'enfant, effectivement, à 14 ans, c'est l'âge où on pose des questions rationnellement, il est perdu. Parce qu'il a demandé, il a posé la question au début, il a posé la question. Le père a dit plus tard. L'enfant a dit, je pense que c'était ça que tu allais me dire, plus tard. Il n'y a jamais de plus tard avec un enfant. Et c'est vrai qu'un enfant pose des questions pas tout à fait directes quand il est très jeune, des questions détournées. Et il faut toujours répondre aussi entièrement que possible à ces questions. Mais je crois que quand on a le respect de la parole, c'est ce qu'on fait naturellement. On n'a pas de théorie là-dessus, on répond. D'ailleurs, un enfant, la candeur et la franchise naturelle d'un enfant engagent la parole. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et je ne me suis même pas dit, vais-je le dire, vais-je ne pas le dire. J'ai montré... Il n'y a jamais eu d'explication? Il y a eu, non, d'explication à proprement parler, non. Non, vous n'avez pas dit, je vis avec une jeune femme? Non, voilà. je vivais... Ils l'ont découvert et ça a suffi. Ils le constataient, ils venaient dans ma maison et... Si, une fois très tôt, quand ma fille aînée avait à peu près 3 ans ou 4 ans, elle m'a dit, me regardant avec cette jeune femme, avant que je quitte mon mari, elle m'a dit « Mais on dirait que tu l'aimes ». Et j'ai dit « Oui, je l'aime ». Mais je me suis demandé d'où venait une prescience pareille chez un enfant de 4 ans. Car jamais elle ne m'avait dit ça à propos d'un ami ou d'une amie. Elle ne me l'a dit qu'à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça admirable de la part d'un enfant. Et actuellement, je suis grand-mère, j'ai 3 petits-enfants, et Julien, l'aîné qui a 7 ans, pose des quantités de questions comme ça, à la frange, et je réponds toujours. Et pour lui, Marie-Claire et moi, nous sommes vraiment indissociables dans son esprit. Qu'est-ce que vous dites succinctement?
Qu'est-ce que vous expliquez à un enfant? Je dis, nous habitons dans la même maison parce que nous nous aimons. Et pour un enfant, s'aimer, c'est beaucoup plus clair que pour un adulte. Un adulte, quelquefois, ne sait plus ce que ça veut dire, mais un enfant le sait. Même s'il ne sait rien de la sexualité, il pressent ce qu'est l'amour, je crois. Et votre mari, lorsque vous l'avez quitté, quelle a été ça? Il a appris votre homosexualité? Oui, je le lui ai dit. Vous savez, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. On n'atteint jamais ses buts sans blesser. À n'importe quel plan, je crois qu'on inflige des blessures aux autres. Je crois qu'on ne peut pas traverser l'existence sans infliger des blessures. Et c'est vrai que c'est moi qui le lui ai dit parce que je ne voulais pas qu'il y ait d'obscurité. Je ne voulais pas partir pour de mauvaises raisons. J'avoue que ça a été très dur pour lui parce qu'il ne s'y attendait pas du tout. Mais c'est peut-être parce que nous étions philosophes tous les deux, peut-être ça a aidé un peu à la chose. Je crois tout de même que très, très profondément, il a respecté cet amour que j'éprouvais depuis bien avant notre mariage. Ce n'était pas une rencontre que j'avais faite après, c'était un amour qui datait d'avant. J'avais donné ma parole avant. Ce mariage était un mariage inventé pour de mauvaises raisons. C'était un mariage fabriqué, vraiment. Et ça ne peut pas tenir. Alors, évidemment, je ne voudrais pas avoir l'air d'avoir extorqué 3 enfants à un homme et de m'être dérobée ensuite. Parce que quand je me suis mariée, j'ai vraiment pensé que c'était pour toujours que je me mariais, que c'était un mariage sans amour, je le savais, mais c'était une façon tout à fait détournée de mettre un obstacle incontournable entre cette femme et moi. Mais je ne pouvais pas cesser de l'aimer. Et mon mari a très bien compris que cette histoire antérieure était si profonde que ce mariage devrait casser, céder devant. Et je pense que nous avions fait un mariage d'estime et que c'est resté une union d'estime, enfin je crois, très profondément. En tout cas, moi, quand j'ai divorcé, j'étais absolument dans les mêmes sentiments que pendant mes fiançailles. Vous voyez. C'est-à-dire que cet homme, je le voyais pour ce qu'il était, je l'estimais pour ce qu'il était, je ne pouvais pas l'aimer et il ne pouvait pas m'aimer. Donc, nous sommes séparés. Mais je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire à l'instant. Vous avez dit, je me suis marié, je ne me suis pas marié par amour, c'était un mariage, un peu de raison, pour échapper à cette jeune femme. Ah non, ce n'est pas pour échapper, c'est pour mettre un obstacle. C'est ça, mettre un obstacle. Oui, parce que pas pour échapper, bien entendu, mais pour il se trouve, et c'est pour ça que j'ai le sentiment très profond qui croît avec les années, que oser toucher à la sexualité ou à l'amour, enfin la sexualité même de quelqu'un, à ce monde de la sexualité, c'est atteindre son être en profondeur. C'est le détruire en quelque sorte. Et moi, j'ai failli être détruite par cet homme qui était aumônier des étudiants à Nancy, à l'université, qui plus tard est devenu évêque de Nevers, et qui m'a dit ça, qui ne m'a pas avancé des arguments religieux ou moraux, qui m'a simplement avancé le terrible argument contre nature, sachant qu'étant assez droite et étant philosophe, cet argument-là m'impressionnerait. Effectivement, il m'a impressionné. Et j'ai cru vraiment en ce moment-là que persévérer dans cet amour, c'était perdre Dieu. Mais on ne peut pas cesser de vivre un amour et on ne peut pas perdre Dieu non plus. Mais ça, je l'ai compris au cours des années et c'était tellement évident que ma véritable voie, ma véritable profondeur, c'était de vivre cet amour-là, que même s'il y avait des enfants, j'avais confiance qu'on pourrait trouver des accommodements avec la vie. Et j'ai rejoint cette femme que j'aimais et qui, je peux dire, que je n'ai jamais cessé d'aimer depuis le printemps de 51, ça fait quand même longtemps. Et vraiment, en plus, j'étais assez fascinée par le fait de vivre l'amour, et l'amour, pas l'amour d'habitude, l'amour passion, de le vivre dans la durée. Ça, c'était une envie que j'avais, parce que je trouve que, justement, quand on voit l'homosexualité du dehors, on ne pense jamais qu'il peut y avoir des passions durables aussi, et que on cite Héloïse, Abélard, Tristan, Iseux, mais peut-être qu'on pourrait mettre des prénoms masculins ensemble et des prénoms féminins ensemble. Et vraiment, j'en témoigne, c'est possible, c'est vrai. Alors,
je crois qu'il est intéressant d'établir le dialogue dont j'avais parlé tout à l'heure. Il y a 10 ans à peu près, nous avions fait une émission ici avec Jean-Louis Bory, avec Yves Navarre, avec Roger Perfit, et cette émission avait été un événement, parce que c'est la première fois qu'on en parlait à la télévision. 10 ans ont passé, on va voir un petit peu, et c'est le cœur même du débat, quelle est la place que vous occupez les uns et les autres. J'entends les homosexuels qui sont ici avec nous, dans notre société, quels sont les rapports que vous avez avec vos enfants, avec vos parents, avec vos familiers, avec vos amis, etc. Et là, je crois qu'il est intéressant d'entendre les opinions, les sentiments, les expressions qui ont été formulées à SVP. Gilbert Kahn. Oui, mais la première constatation qu'on peut faire, c'est qu'à la suite de la vision de ce film, l'enfant, incontestablement, est le centre d'intérêt des appels que nous recevons ce soir. Aussi bien l'enfant qui est face à l'homosexualité de ses parents que celui qui risque d'être, comme certains le disent avec effroi, la proie du prosélytisme homosexuel. Toutefois, il n'est pas question, si vous le voulez bien, de donner aux très nombreux appels dont nous sommes saisis ce soir à SVP une valeur de sondage, mais il semble bien, à la différence de l'émission de 75 dont vous parliez, que l'homosexualité ne soit plus vraiment aujourd'hui un sujet tabou. Les téléspectateurs en parlent, semble-t-il, avec beaucoup plus de sérénité. Il ne serait cependant pas tout à fait honnête de passer sous silence les appels, vous vous en doutez bien, qui expriment une indignation, une colère. Je vous donne quelques exemples. Cette émission est scandaleuse, elle sert à cultiver le vice. C'est une perversité. Il est révoltant de faire passer pour du raffinement ce qui n'est que décadence et bestial physiquement. D'autres parlent de maladies, de vices, d'infirmités. Les plus hostiles vont même jusqu'à déclarer, c'est outrancier, mais il fallait le dire quand même, c'est dégoûtant, ces gens-là ne méritent pas de vivre. Mais d'une manière plus générale, la plupart de ceux qui montrent une certaine désapprobation à l'égard des homosexuels le font par rapport à leurs enfants, je vous le disais en commençant. Trop d'exhibition, de publicité, de prosélytisme également. Faire croire aux jeunes que cette éventualité est tout à fait normale et très grave. Si le nombre des homosexuels augmente, il n'y aura plus de société possible, plus d'enfants. Et je voudrais, pour terminer, vous poser peut-être la question qui est au nœud justement de ce problème. Et elle nous vient d'un garçon de 11 ans, un petit Parisien de 11 ans, qui dit « Comment devient-on homosexuel, si on le devient? Est-ce à la suite de certaines fréquentations ou par opposition ou aux parents ou alors cela vient-il de naissance ?» Et puis une jeune fille nous pose presque la même question. L'homosexualité ne provient-elle pas d'un traumatisme psychique de l'enfance et n'a-t-elle pas été accentuée par la libération de la femme? On ne devient pas. Vous pouvez tous répondre. Hein, on accepte. Hugo Marsan. Je pense qu'on ne devient pas homosexuel. On accepte de l'être un jour, peut-être. C'est peut-être là qu'il y a une difficulté. La difficulté, c'est d'accepter de se nommer à partir d'un terme qui est entendu de façon négative par la société. Je pense que c'est ça. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé à propos du film. Les réactions de Dominique Fernandez et de Jocelyne François étaient très, très justes au niveau personnel. Mais je pense que pour un petit garçon, avec ce qu'il y a dans l'ambiance de référence masculine, c'est-à-dire cet impératif qu'on lui impose d'être un homme, c'est-à-dire, ça veut dire d'aimer les femmes, n'est-ce pas? Égal, aimer les femmes. Je comprends très bien qu'un petit garçon soit profondément troublé. Mais il est troublé là dans le film de deux manières. Il est troublé parce qu'il est devant le silence de quelqu'un qu'il aime, son père. Et puis il est troublé aussi devant quelque chose qui est nouveau peut-être dans sa conscience et qui peut troubler tous les enfants. Et là, le seul crime commis, s'il y en a un, c'est justement ce silence au niveau général, non seulement au niveau du père, oui, mais au niveau général. Mais l'enfant a trouvé son père dans les bras d'une femme sans être prévenu, ça a été le même. Il y avait une certaine souffrance. Il y avait une souffrance. Le même mensonge. Il y avait une souffrance. Ce qui trouble, c'est qu'il découvre la sexualité. C'est le silence. Je suis persuadé que si l'enfant avait vécu avec son père dans ce qu'apporte le quotidien de banalisation et puis en même temps de valorisation, il aurait été certainement moins mal à l'aise. Moi, je connais un garçon qui, dans des circonstances particulières, a élevé son fils, et je dois dire qu'il y a entre le père et ce garçon qui a maintenant 16 ans des relations qui sont fort belles et qu'on pourrait quelquefois espérer des relations d'un fils avec son père dans un milieu hétérosexuel. La question qui nous était posée, qui est une question évidemment extrême, dont la réponse est, j'imagine, très très vaste, c'est comment devient-on homosexuel? Mais ce qui est intéressant, je voudrais revenir à Jocelyne François et à Dominique Fernandez, c'est que tous les deux, vous étiez homosexuels avant de vous marier. Oui. Bon, en tout cas, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, mais absolument. Et vous vous êtes
Moi, je ne le sais pas. Enfin, bon, vous ne le savez pas. Bon, Moi, mais je savais dès vous l'âge êtes marié. de 12 ans, oui. Bon. Oui, mais dans ma génération, c'est-à-dire enfin, quand j'étais jeune, il y a 30 ans, et ça c'est le grand progrès que je mesure aujourd'hui, il était impossible d'avoir une vie homosexuelle normale. Bon. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de modèle homosexuel, il n'y avait pas de télé du tout d'ailleurs, il n'y avait pas de presse, il n'y avait pas de film, il n'y avait pas de livre, on n'en parlait jamais. J'ai fait des études très longues, j'ai fait une CAI normale, tout ça. On ne parlait jamais entre camarades, c'était tabou, même il y en avait qui étaient comme moi. Hein, on n'en parlait jamais, c'était une chose. Je me suis censuré une fois, je me rappelle en Cannes, parce que je voulais expliquer que Vautrin était un personnage homosexuel. Le professeur m'a dit, je vous arrête tout de suite. C'était en Cannes, c'est-à-dire soi-disant, enfin, où était l'élite, enfin bon, c'était tabou. Et ce qui est plus grave encore, ce qui manquait le plus, c'était qu'il n'y avait jamais de couple homosexuel. Quelquefois, 2 femmes, c'était plus admis, relativement. Mais 2 garçons, 2 hommes qui vivent ensemble, ça n'existait pas. Donc, un jeune homme de 20 ans qui se découvre homosexuel, quelle vie s'offrait à lui? Ou bien la vie sordide de la drague et choses qui me dégoûtaient, ou alors la chasteté. Alors le mariage était une solution, mais enfin je dis des choses un peu grosses, parce que j'ai aimé beaucoup ma femme aussi. Je profite d'ailleurs de l'occasion de dire que les homosexuels ne sont pas du tout misogynes, selon une fausse idée. Les homosexuels aiment beaucoup les femmes, enfin moi j'aime beaucoup les femmes, mes meilleurs amis sont des femmes, et les homosexuels que je connais aiment beaucoup les femmes. Enfin, je crois qu'il y a une complicité entre... Ce qu'on repousse, c'est le modèle viril, le type viril. Et donc, le mariage était une... Si on avait la chance, comme moi, d'aimer sa femme, j'ai été heureux de longues années avec cette femme, d'ailleurs. Puis, au bout d'un certain nombre d'années... Elle savait que vous étiez homosexuel. Oui, elle savait. Je n'ai pas été quand j'étais avec elle. Nous avons eu vraiment une vie pleine. Et puis, à un certain moment, sans doute, quelque chose était trop fort en moi qui a fait éclater ce couple qui était quand même... qui reposait quand même sur quelque chose qui n'était pas complètement vrai, même si la relation était vraie. Il y avait une composante en moi qui était plus homosexuelle qui était homosexuelle. C'est ça. Est-ce qu'on peut expliquer ça, justement? Je vous dis qu'à 12 ans, moi, je regardais les gravures de statues grecques, j'allais au Louvre, je voyais les néoclassiques, David, Girodet, ça me touchait, ça me bouleversait. Je ne savais pas ce que ça veut dire, homosexuel. Mais et ma sensibilité, ma sensualité était orientée vers ça complètement normalement et sans psychie, sans traumatisme, sans explication. Je crois que dès qu'on veut expliquer l'homosexualité, on est dans l'erreur. Ou alors expliquons l'hétérosexualité aussi, je veux dire. Il y a les homosexuels. Ce qui naît en soi, ce n'est pas l'homosexualité. Oui. Ce qui naît un jour, c'est le désir de l'assumer parce que, comme le disait tout à l'heure Jocelyne François, il est très important d'être heureux. Enfin, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais il est très important d'accepter, disons, la grande ligne de sa manière d'être heureux. Oui. Renaud Camus. Moi, j'aimerais revenir, si vous le permettez, sur vos tout à fait premiers mots, les 3 premiers mots que vous avez prononcés avant le film, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on peut revenir ensuite à l'enfant, l'enfant du film. Les premiers mots que vous avez prononcés, c'est le problème homosexuel. Et je ne m'oppose nullement à vous, mais je dois dire que c'est une expression qui n'est pardonnez-moi, mais qui n'est plus admissible. C'est comme de parler du problème juif, c'est totalement inadmissible. Le problème, ce n'est pas la judéité, ce n'est pas non plus l'homosexualité. L'homosexualité en soi n'est nullement un problème. Le problème, c'est ce qu'on a appelé d'un mot qui est très malheureux, mais qui devra faire l'affaire encore ce soir, c'est l'homophobie, c'est le racisme anti-homosexuel, la violence anti-homosexuelle, le mépris à l'égard des homosexuels, les difficultés d'existence qui sont faites aux homosexuels. Et la grande habileté de ce film, c'est que le racisme anti-homosexuel, l'horreur de l'homosexualité, est exprimée même pas par la parole, mais par le regard d'un enfant. Et comme le disait Hugo Marsan, c'est d'emblée sympathique. Et il faut bien voir que les gens qui sont dans un racisme, qui manifestent un racisme, ne sont pas forcément antipathiques. Je suis sûr qu'il y avait des antisémites charmants au temps d'Hitler, de vieilles dames très gentilles. C'est un problème de société, c'est une tare morale, que ce soit l'antisémitisme ou le racisme anti-homosexuel. C'est une espèce de maladie dont il serait bon de s'interroger. Moi, je rêve d'un dossier de l'écran où on dirait comment devient-on homophobe, comment cette maladie, quelle est l'origine de cette maladie, est-ce que c'est contagieux, est-ce que ce sont les mauvaises fréquentations, les mauvaises lectures. Ça serait un débat très intéressant. Pourquoi on ne parle jamais de ça? À mon avis, bien entendu, la maladie, c'est le racisme anti-homosexuel qui s'abat sur ce malheureux enfant, qui
il n'y peut rien. Je ne lui reproche, Dieu sait. Je crois que l'intérêt du film, c'est tout de même de situer l'homosexualité dans un milieu familial qui a été le vôtre, qui a été celui de Jocelyne François, qui a été celui de nouveau, tous les gens qui sont nés un jour, qui ont une famille, un père, une mère, éventuellement des enfants. Non, mais ce qui est nouveau, peut-être, c'est de montrer un cas c'est évidemment de montrer un cas particulier. Je ne pense pas que c'est intéressant de montrer ce cas particulier d'un enfant qui découvre que son père est homosexuel. Mais c'est la manière dont c'est traité. La fin est un petit peu alarmante. Ce qui nous intéresse, on n'est pas ici pour critiquer de la manière dont le film a été tourné. Non, ce qui est intéressant, c'est justement, vous aviez commencé à le dire en critiquant mon propos du début. Vous dites, non, mais je comprends tout à fait. Mais je comprends tout à fait. D'ailleurs, c'est une bonne réaction, c'est intéressant. Vous dites, il n'y a pas de problème. Mais ce faisant, vous dites, il y a quand même un racisme. Je ne dis pas que les homosexuels n'ont pas de problème. Je dis que l'homosexualité en soi n'est pas un problème. Bien entendu. Mais je voudrais que vous continuiez sur cette lancée, puisque ce qui nous intéresse ce soir, c'est de savoir quelle place vous occupez justement. Très souvent, j'ai parlé de racisme, très souvent les gens sont choqués quand on compare la haine des homosexuels à l'égard des homosexuels à un racisme. Et à mon avis, Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une haine ? Il y a bien sûr, il y a une violence homosexuelle, justement. Vous avez entendu ce que disait Julie Ercan, on a l'impression que le sujet... Pas seulement, il y a trois choses. Bon, on peut parler de racisme pour trois raisons, à mon avis. Parce que d'abord, il y a eu des déportations horribles, les homosexuels ont été les victimes du racisme nazi de façon très violente. Il y a le fait que les homosexuels sont victimes de violences physiques très nombreuses, beaucoup plus, au fond, que les juifs en France aujourd'hui. Dans notre pays aujourd'hui ? Bien sûr, on n'en parle jamais. Il y a des meurtres d'homosexuels partout en France. Il y en a un nombre, je ne sais pas quel est le nombre, mais c'est considérable. Et qu'est-ce que ça devient dans les journaux ? Dans ce cas-là, c'est encore un drame de l'homosexualité. Ce n'est pas l'homosexualité qui est en cause ici, c'est une violence à leur endroit. Mais en plus, il y a une troisième raison, et là nous revenons à la famille. C'est pour ça qu'on peut parler de racisme, et peut-être c'est la raison pour laquelle le racisme à l'égard des homosexuels est plus dur que le racisme classique, à proprement parler racial, c'est que les jeunes juifs ou les jeunes noirs ou les jeunes arabes, peu importe, quand ils sont l'objet d'un racisme, ont tout de même, pour se protéger, le premier groupe humain auquel on appartient, c'est-à-dire la famille. Tandis que pour un jeune homosexuel, c'est beaucoup plus dur que ça, puisque le racisme, très souvent, vient de ce qui est le plus proche, de ses parents, de ses frères. C'est ce qui s'est passé avec vous, peu importe mon cas particulier. Mais c'est toujours très douloureux. Pardon de vous poser la question, mais je veux dire, est-ce que vous étiez en province ? C'est douloureux. Peu importe où. Est-ce que comment ça s'est passé, je veux dire ? Et bien sûr, ça peut se passer bien ou mal. Je crois que c'est une question d'amour. Ce qui est le plus grand courage, ce qui coûte le plus, c'est de faire de la peine à qui que ce soit. Et Jocelyne François le disait très justement. Parce que même si ça de faire de la peine, c'est on a besoin d'être soi-même, de vivre sa sexualité, qui est un grand bonheur en soi. Moi, je crois qu'il faut le dire, l'homosexualité, ça peut être merveilleux, c'est un grand plaisir. Et il y a cette chose horrible qui demande, je crois, le plus grand courage, c'est qu'il faut quelquefois faire beaucoup de peine à quelqu'un. Jocelyne François parlait de son mari, elle a dû un jour lui dire, je suppose, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas le genre de vie que je veux avoir. D'autres doivent faire de la peine à leurs parents, d'autres doivent faire de la peine à des enfants, comme c'est le cas, ce qui est peut-être ce qu'il y a de pire, bien entendu. Hugo Marsan. Oui, je disais que même si la famille a suffisamment d'amour pour l'admettre, il est quand même très douloureux pour l'enfant de sentir qu'à l'intérieur de la famille, il y a une peur. Et il y a une peur. Il y a une peur des autres. Moi, je sais que, par exemple, ma famille directe, c'est-à-dire mon père, ma mère, mon frère, mes sœurs, enfin, ma famille directe, m'a aimé même suffisamment pour le comprendre, pour m'accueillir. Mais ils font un barrage, ils font un mur. Ils font un mur contre les autres. Ils me préservent contre les autres. Ils sont donc mal à l'aise. Ils sont quand même mal à l'aise. Et ça, un enfant, quand il est très jeune, il le ressent très mal. Je veux dire, je vais intervenir sur une question sur le mot même homosexualité, parce que dans l'énoncé de l'émission ce soir, c'est être gay en 84. C'est très important cette question de mot, parce que le mot homosexuel, c'est pour répondre aux spectateurs qui parlent de perversion, de vice et tout ça. Le mot homosexuel est un mot qui date de 100 ans, qui a été créé par un écrivain hongrois, qui est un mot horrible en soi, un mot barbare, parce qu'il y a un préfixe grec au mot, même, et un mot latin, donc c'est une injure déjà au langage, mais surtout ça insiste uniquement sur le sexe. Et beaucoup de gens de bonne foi croient que les homosexuels sont les obsédés du sexe, donc des pervers ou des fétichistes ou tout ça. Et ils ignorent
que les relations d'estime, d'amitié, d'amour, de communauté intellectuelle sont exactement les mêmes entre gens, entre deux garçons ou entre deux filles, qu'entre un mari et une femme. Et par exemple, quand on voit un homme et une femme, on dit ce sont deux amants ou deux amoureux ou un couple. On ne dit jamais ce sont deux hétérosexuels. Quand on voit deux garçons ou quand on voit deux filles, on dit ce sont deux homosexuels. Là, il y a une discrimination dans le langage qui est horrible. Et je suis heureux que ce mot tende à disparaître. Je ne sais pas si le mot gay est le meilleur. En tout cas, d'abord, il est plus gay en soi, c'est le mot américain. Je voudrais que nous revenions, d'ailleurs, le plus fréquemment possible à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent pour connaître au fur et à mesure de la tenue de vos propos leur réaction. Gilbert. Je vous disais tout à l'heure en commençant qu'il y avait peu d'appels qui réprouvaient l'homosexualité. Or, il semble que depuis que le débat s'est instauré, beaucoup d'appels nous proviennent de gens qui disent bon, très bien, il y a des réactions. On parle d'un état d'un fait de société. Ce fait de société devient de plus en plus courant. Il est rentré dans les mœurs. On est prêt à le recevoir très bien, mais il ne faudrait pas quand même banaliser. C'est un mot qui revient souvent dans les appels. Banaliser l'homosexualité comme la drogue. D'autres disent, je trouve bizarre que l'on fasse tant de publicité autour de l'homosexualité. Je crois que c'était important à ce niveau du débat de dire que les gens sont aujourd'hui en proie un petit peu à une interrogation. Et puis, je crois que, si vous voulez, le débat pourrait aussi s'orienter, comme le disait Renaud Camus tout à l'heure, sur ce racisme homosexuel. Je crois que le mot est peut-être un petit peu fort, mais il semble bien qu'il ne soit pas le même et ressenti de la même manière à Paris ou dans les grandes villes qu'en province. Il y a un homosexuel de province qui nous dit « L'homosexualité est dramatique dans ma province. Je vis dans une angoisse perpétuelle et je mène une double vie. Je voudrais le cacher à ma famille et à mes amis. » D'autres disent également « Je trouve regrettable qu'on ne parle jamais des homosexuels de province, de l'aspect psychologique et social que cela pose pour eux, la solitude surtout qui est la leur. » Je crois que le mot solitude revient aussi souvent dans les appels. Il y a des difficultés pour un homosexuel à trouver un emploi en province. Il y a beaucoup de difficultés à trouver également des logements. Il y a un monsieur qui nous dit « Je vis à deux depuis 5 ans. Je suis obligé de mentir pour éviter les insultes, aussi bien parmi les miens que dans mon métier. Beaucoup de problèmes face à la société. » Enfin, vous voyez, il y a beaucoup d'appels de ce genre qui semblent dire que la vie n'est peut-être pas aussi rose que pour, excusez-moi du terme, mais les intellectuels qui se trouvent sur leur plateau et qui semblent vivre très bien leur homosexualité. Paul Venn, d'abord. Bon, je crois que ce qui a beaucoup varié, ce n'est pas le nombre des homosexuels. Je ne crois pas qu'il faille paniquer comme pour la diffusion de la drogue. Ce qui a considérablement varié, c'est la censure et la nécessité de se cacher selon les époques. Et quand il y a nécessité de se cacher, comme ça a été encore le cas maintenant, encore que ça diminue beaucoup, même dans les villages, comme je l'ai vu, quand il y a une nécessité de se cacher, il y a une quantité de souffrance qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est vraiment un grave problème social, non pas que l'homosexualité, mais bien que sa répression, que sa censure par la quantité de souffrance que cela crée. Je l'ai vu auprès de camarades que j'ai eus pendant 30 ans, pendant mes études, ou dans tous les travaux que j'ai faits. Il y a quelque chose là-dessous qui est une souffrance inutile et qui n'a aucune espèce d'intérêt. Vous voulez dire de la part de qui ? Oui, de la part des homosexuels. On exerce sur eux, ou on exerçait sur eux, une espèce d'obligation qu'on leur faisait de se taire, ce qui crée une quantité de souffrance absolument inutile et qui relève des vieilles superstitions qu'on dit médiévales. C'est une vieille histoire, une souffrance qu'on peut très facilement supprimer, alors supprimons-la. Cessons, si vous voulez, par peur d'essayer de censurer cela. Docteur Seux. Mais moi, je voudrais répondre un petit peu... On reste sur les questions qui viennent d'être posées. Sur les questions qui viennent d'être posées, Merci. justement. Bon, d'abord, cette souffrance, elle peut être évitée, elle doit être évitée très facilement. Il est bien évident qu'à partir du moment où un individu cherche à vivre, ressent en lui quelque chose qui est comme un souffle, qui doit le porter, parce que c'est sa nature, parce que c'est comme ça qu'il a envie de vivre, il doit passer par le moule, un moule familial, ou un moule patriarcal, ou un moule, enfin bon, d'une société, il est bien évident qu'il y a une souffrance. Alors, il faut savoir si les sociétés modernes, les sociétés occidentales, les autres sociétés, souhaitent effectivement faire passer tous les individus par le même moule, ou si elles souhaitent accepter, finalement, d'avoir avec eux des gens qu'elles génèrent. Parce que, finalement, ces homosexuels, d'où viennent-ils ? Ils viennent de la société, n'est-ce pas ? Moi, je suis moi-même homosexuel et psychiatre. Eh bien, mes parents sont des gens de la société, ils m'ont mis au monde, j'ai grandi dans cette société.
Il aurait fallu, bien évidemment, comme tout le monde, que je sois éventuellement hétérosexuel, que j'ai des enfants. Je pense que ça aurait satisfait pas mal de demandes. Eh bien, lorsque cette sexualité a été connue, je crois que mon père a été tout à fait honnête. Il m'a dit « Es-tu heureux ?» Oui. Eh bien, c'est parfait. Et il ne m'a pas fait passer par le mot. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu la souffrance qui est très importante, parce que cette oppression, n'est-ce pas, que l'on vit en permanence, l'oppression que vivent tous les gens, d'ailleurs, il n'y a pas uniquement que les homosexuels, toutes les minorités qui ne doivent pas exister comme elles existent. C'est un problème très important de société qui s'est toujours produit depuis que la société existe. Et je pense que c'est un problème qui se réglera peut-être un jour, le jour où les sociétés accepteront une part de minorités différentes en leur sein, qui ne vont pas grandir. C'est pas du tout la dénatalité, c'est pas du tout le fantasme. Non, c'est un fantasme de mort terrible de la part des gens de penser que parce qu'il y a des homosexuels, la société va disparaître. En 1975, M. Mirga disait « S'il y a des homosexuels, la société disparaîtra parce qu'il n'y aura plus d'enfants. » Ça, c'est l'angoisse de mort de M. Mirga à l'époque. Et c'est l'angoisse de mort de nombreuses personnes qui ne comprennent pas qu'ils sont eux-mêmes angoissés par la mort et par leur propre, souvent, homosexualité. Paul Venn. Je suis moi-même hétérosexuel, comme on dit, et historien. Et par métier, j'étudie deux sociétés dont on dit à juste titre le plus grand bien, qu'on admire, soit parce qu'elles ont réalisé dans tous les domaines artistiques ou intellectuels, soit par leur puissance politique, à savoir la Grèce et Rome. Chacun sait que les Romains, c'était de sacrés légionnaires, de sacrés soldats, et puis qu'ils ont couvert tout le bassin méditerranéen de leurs enfants. Eh bien, ces deux sociétés, la Grèce et Rome, sont deux sociétés sans problème homosexuel, car l'homosexualité, non seulement n'y est pas censurée, mais le mot même n'existe pas. On ne songe pas à faire la distinction dans ces deux sociétés qu'on a coutume, à juste raison, de nous présenter dans les études secondaires comme deux sociétés exemplaires pour l'Occident. L'homosexualité est carrément admise, que dis-je, elle n'est même pas perçue. Une formule absolument courante en grec et en latin pour dire qu'un homme fait l'amour, on dit « il aime une femme ou un garçon ». Et c'est une façon de parler usuelle. Or, on ne dira pas que ces deux sociétés, aujourd'hui vantées par tout le monde, depuis Madame de Romilly jusqu'aux institutions les plus sacrées, sont des sociétés faibles. Ce furent aussi des sociétés à homosexualité non camouflée. Gilbert, on se tourne un instant vers vous pour savoir les réactions qui vous parviennent aux propos qui sont tenus. Écoutez, je crois qu'il faut en revenir quelques instants aux enfants, parce que vraiment c'est le centre du débat de ce soir, semble-t-il. Et les questions qui se posent sont les suivantes, et je pense que certains de nos invités, qui eux-mêmes ont des enfants, vont pouvoir y répondre. Cette personne de Nice nous pose cette question: en raison du mimétisme du fils envers le père, le fils d'un père homosexuel n'aurait-il pas plutôt tendance à devenir homosexuel lui-même, ou le père a peut-être l'incité à le devenir? Et une question qui se pose également pour une fille, c'est comment une mère homosexuelle voit-elle la possibilité à sa fille de se marier un jour? Docteur Seux, à propos de l'incidence... du mimétisme. Du mimétisme, écoutez, de l'incitation. Je pense que il y a peu de chances que par mimétisme il devienne lui-même homosexuel, si son père est homosexuel, s'il n'a pas en lui simplement cette attirance sexuelle particulière. Maintenant, que ce fils puisse un jour découvrir l'homosexualité et qu'il découvre aussi l'hétérosexualité, puisque nous avons cette bipotentialité en tout cas, il vivra son homosexualité ou son hétérosexualité. Il y aura un moment où il fera un choix, peut-être n'en fera-t-il jamais d'ailleurs, mais il y a un moment où effectivement l'exclusivité hétérosexuelle ou l'exclusivité homosexuelle paraît une erreur. Et je ne pense pas du tout que le mimétisme d'un fils voyant son père ou l'incitation, l'exemple, etc. Alors ça, je n'y crois pas du tout. Jocelyne François. Moi, personnellement, je ne crois pas du tout qu'il y ait une nature homosexuelle ou hétérosexuelle. Je crois que tout est une question de personne et de rencontre. La sexualité, la vie affective, je crois, ne s'éveille pas dans le vide. Elle s'éveille à propos de quelqu'un. Et si ce quelqu'un est suffisamment convaincant pour déclencher tout ce monde qui colorera vraiment l'existence d'une couleur, disons, jaune pour toute la vie, c'est-à-dire une couleur flamboyante et qui est celle de la joie, je crois que
si c'est une femme pour une femme, eh bien, il se trouvera qu'on dira que cette femme est homosexuelle. Si c'est un homme pour un homme, on dira qu'il est homosexuel. Et ça peut être évidemment des hétérosexuels. Et je proteste moi aussi, comme Dominique Fernandez et les autres, contre l'appellation et l'étiquette homosexuel et hétérosexuel. De même que je proteste, moi personnellement, je suis la seule à pouvoir le faire ici, contre l'étiquette lesbienne, parce qu'il se trouve que je ne suis jamais allée en Grèce, je le regrette, j'irai quand je pourrai. Je n'ai jamais vu Lesbos, je ne lis pas particulièrement Sappho, pour moi c'est une poétesse, et je ne vois pas pourquoi je dirais que je suis lesbienne. C'est un mot qui est assez joli, mais enfin ça ne me recouvre pas du tout. Non, moi je dis simplement j'aime une femme, et c'est tout. Bon, et je suis homosexuelle parce que c'est comme ça, mais j'aurais pu être hétérosexuelle. Je crois que je mourrais vraiment sans savoir si je suis homosexuelle. Je ne crois pas qu'il y ait une nature, simplement cette femme a été pour moi l'être convaincant complètement. Et c'est tout. De même que je ne sais pas si je suis fidèle. Parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus convaincant qu'elle. Si je rencontrais quelqu'un de plus convaincant, peut-être que je ne serais pas fidèle. Donc, on ne sait pas ces choses-là. Je crois qu'on est pris dans quelque chose auquel on adhère et puis qu'on soutient par sa vie de tous les jours. Mais à propos des enfants, vous avez dit je vais être grand-mère ou vous êtes grand-mère, c'est ça? Je suis grand-mère. Vous êtes grand-mère. Bon, à propos de la question qui a été posée de l'incitation ou de l'exemplarité, etc., qu'est-ce que vous en pensez? Oh, rien du tout, je pense. Non, il n'y a aucun mimétisme, au contraire, je crois dirais que... Au contraire, quand les choses sont montrées, le choix, je veux dire, le regard sur ces choses est plus simplifié. Quand j'étais enfant, c'était tout à l'heure, Dominique Fernandez disait qu'il n'en avait aucune référence valable, et il expliquait son mariage un petit peu dans ce sens, mais moi je pense qu'il n'y avait pas de référence valable. Par contre, il y avait des références atroces, ça sentait la monstruosité, c'est-à-dire on en parlait à voix basse. Moi je me souviens de petites histoires dans la petite ville où nous vivions, c'était des petites histoires, on entendait, c'était effrayant, c'était la monstruosité. Il vaut mieux montrer les choses très calmement. Je crois qu'à ce moment-là, le jeune garçon, la jeune fille, enfin, il faut quand même faire confiance, il faut quand même imaginer qu'un jeune garçon et une jeune fille savent ce qu'ils font. Assez tôt, d'ailleurs. Alors, bon, je veux dire, à vous entendre, il n'y a pas de jeune garçon ici, ni de jeune fille. C'est dommage. J'ai bien compris. Il n'y a pas quelqu'un qui est... Si quelqu'un avait 20 ans, ce serait intéressant de l'entendre dire ce qu'il ressent aujourd'hui à 20 ans. On aura tout à l'heure par Gilbert probablement des témoignages de jeunes. On va lui demander. Mais à vous entendre les uns et les autres, vous défendez, c'est assez normal, je veux dire, vous êtes conséquents, l'homosexualité. Et on a un petit peu l'impression, d'ailleurs c'est ce qui a été dit, attendez, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par un téléspectateur, par la voix de Gilbert, c'est qu'on a l'impression d'un certain prosélytisme. Là, je voudrais répondre. Moi, je ne défends pas du tout l'homosexualité, je défends la liberté de chacun. Vous expliquez. Non. Et bon, mes enfants, je ne les considère pas comme ma propriété, je n'ai pas ni à les inciter, ni à les réfréner. Je voudrais les élever, ou les avoir élevés en sorte qu'ils se sentent complètement libres. Qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, ce n'est pas mon affaire, c'est la leur. Mais il y a différents moyens d'empêcher la liberté. Le prosélytisme en est un, mais la répression, ou le côté cafard, l'hypocrisie est bien pire. Je crois que l'éducation, la bonne éducation, consiste à faire que l'enfant, à l'âge où il a des choix importants à faire, les fasse le plus librement possible. La liberté totale est sans doute impossible, parce qu'on a beaucoup de conditionnements. Mais il est intéressant qu'il ait plusieurs références. Oui, mais qu'il sache, justement. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir son entourage. Je pense que c'est la même chose pour un enfant qui vit par exemple seul avec sa mère. C'est intéressant de voir autour de lui d'autres enfants qui vivent seuls avec leur mère. C'est intéressant de voir facilement qu'il y a des couples de garçons, qu'il y a des couples de femmes. Ça existe. Ces enfants-là, ils voient beaucoup de choses, ils sont peut-être plus libres. Mais ce que je voudrais encore dire, c'est que moi, je ne suis pas du tout prosélyte. C'est un mot horrible. C'est horrible aussi bien en religion qu'en sexualité ou en politique. Je suis moi-même et je souhaite que tout le monde fasse des choix libres, ne fasse pas des choix par contre-pied à quelque chose, pour se défendre, pour se cacher, mais soit libre. Moi, je défends la liberté. Je crois que beaucoup d'homosexuels sont comme ça. Voyons ce qu'on en pense de l'autre côté des caméras, c'est-à-dire à SVP. Gilbert? Si vous voulez, il y a maintenant un courant qui se dégage. C'est que, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, le nombre d'appels qui, au fur et à mesure que le débat avance, je vous le disais déjà une première fois, et qui, semble-t-il, n'était pas contre l'homosexualité, semble se découvrir maintenant. On revient à la dégradation de la race, à un scandale pour l'humanité. Je veux dire que c'est des mots qui reviennent, qui n'étaient pas au début de ce débat, qui n'étaient pas au moment du film. Peut-être était-ce l'émotion soulevée par ce film.
Et il semble maintenant qu'on a l'impression que le débat s'oriente vers, j'allais dire entre guillemets, une légalisation de l'homosexualité. C'est ce que nous dit un certain nombre de téléspectateurs. La société aujourd'hui semble légaliser de plus en plus l'homosexualité. Ils disent qu'on accepte maintenant, au regard de l'administration, le concubinage. On va bientôt bénir, vis-à-vis de la religion, on va bénir les vies en couple d'homosexuels, hommes ou femmes. Et il semble que cela pose beaucoup de questions, et notamment sur des problèmes de religion. Les questions posées par un certain nombre de téléspectateurs, comment les homosexuels se situent-ils par rapport à la religion, et notamment par rapport à la religion catholique, et puis également comment la religion catholique accepte-t-elle aujourd'hui ces homosexuels, alors que le pape semble condamner l'homosexualité. Il l'a condamné, si j'ai bonne mémoire, oui. C'est ça. Moi, je veux bien dire quelque chose. Je vous en prie. On ne cesse de poser la question dans ce sens, c'est-à-dire l'homosexualité est-elle ou non acceptée par la religion? Mais moi, je refuse absolument cette perspective. Toujours, pour moi, la tare morale absolue, celle qui commence à se manifester peut-être dans les questions, ce qui est une tare de société, c'est le racisme anti-homosexuel. Nous ne revendiquons aucun droit. Je veux dire, on ne demande pas à être toléré, on essaie de se débarrasser de cette tare morale qui est le mépris ou la violence à l'égard des homosexuels. Quant à l'Église, je trouve qu'une question qui se pose, qu'on ne pose jamais, c'est de savoir si elle est ou non atteinte de ce racisme anti-homosexuel. Est-ce que l'Église est coupable? Est-ce qu'elle a cette faute morale qui me paraît une faute morale épouvantable? Parce que ça a coûté des vies humaines, ça a coûté surtout une quantité de malheur effroyable. Il y a des gens qui sont épouvantablement malheureux à cause de prêtres, à cause de l'Église, à cause de ce discours. Est-ce que l'Église peut se justifier de cette quantité immense de malheur, à mon avis, non seulement totalement inutile, mais en plus criminel? Est-ce qu'elle peut se justifier? Moi, je trouve que les homosexuels doivent en avoir assez de se poser constamment en personnes qui plaident pour quelque chose. Il faut renverser la question. Il n'y a pas de problème homosexuel. Le problème, c'est la répression anti-homosexuelle, dont l'Église est très gravement coupable. Pas à toutes les époques, d'ailleurs. Vous avez cette impression aujourd'hui en 84 en France, par exemple? Évidemment, comme souvent, elle essaie de rattraper le train en marche. Vous savez, Jaurès disait l'Église s'est rendu compte que le prolétariat était intéressant au moment où elle a pensé qu'il allait faire un gros héritage. Maintenant aussi, l'Église peut-être essaye de récupérer les homosexuels. On leur dit, peut-être elle va tenter ce coup-là, mais c'est elle qui a des comptes à rendre. Tout le malheur qu'elle a causé, et aujourd'hui encore, enfin, dans les provinces françaises et pas seulement dans les provinces, à Paris, c'est fou le nombre de gens qui sont horriblement malheureux, qui se suicident même. Il y a un nombre de suicides énorme et dont l'Église est responsable. Parmi les homosexuels. Mais bien sûr. Et pour des raisons religieuses. Pour des raisons religieuses. Pourquoi? Parce que parce que l'Église ne diffuse qu'une image absolument révoltante de l'homosexualité. Personne ne veut être ça. L'image type qu'on voit dans les médias, dans les journaux, dans les conversations, surtout dans les propos des gens de l'homosexuel, c'est une chose que personne ne veut être. Moi, quand j'avais 14 ans, quand je voyais l'image d'un homosexuel, mais c'était la pire des horreurs, c'était la dernière chose que je voulais être. Oh, écoutez, les choses ont beaucoup évolué. Ne serait-ce que cette émission de ce soir, vous apparaissez en direct, à visage découvert, vous vous exprimez comme vous voulez. On a fait quelques progrès, il faut dire aussi qu'on a eu un certain courage depuis des années, c'est pas la société... Tout le monde n'a pas la chance d'être des gens comme nous. Je veux dire que le problème, c'est qu'il y a des catégories. Il y a des catégories. Des gens comme nous, je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années, on est des privilégiés, on est des préservés. C'est-à-dire qu'on est capable de regarder notre vie et avec un peu de courage et un peu de patience, on est capable aussi de l'assumer. Mais je comprends très bien qu'un homosexuel, par exemple, je prends l'exemple, un jeune garçon qui n'est pas d'une très grande culture ou même qui est plus fragile, qu'il ait besoin que l'Église lui dise oui. C'est en ce sens qu'elle est criminelle, bien sûr. Si on fait appel à elle, nous n'avons pas à faire appel à elle. Attendez, dépassons, enfin, laissons. Malheureusement, nous n'avons pas d'ecclésiastique ici ce soir pour répondre à cela. Et puis, je pense que là, mais Hugo Marsan, vous êtes journaliste. Vous avez d'ailleurs publié un livre qui est un recueil des enquêtes, des reportages que vous avez faits. Bon, et tout à l'heure, des choses à laquelle on n'a pas répondu, une question à laquelle on n'a pas répondu, c'est, et vous venez de le dire, vous venez de reconnaître très
loyalement que vous étiez des privilégiés, vous vivez à Paris, vous avez des métiers, vous êtes romancier, etc., vous êtes primé. Oui, c'est-à-dire que si on nous laisse tomber, mais comment on se vit-on tient en tout seul. province? C'est ce qui a été demandé tout à l'heure, et on a eu des témoignages. Je crois qu'on y vit assez mal. Tout dépend évidemment En de province ou dans des petites villes où les choses sont plus évidentes. On est moins noyé que dans les grandes cités. En général, le garçon, ou je ne sais pas pour les jeunes filles, je pense que c'est peut-être un peu différent, mais le garçon qui véritablement un jour veut pleinement vivre son homosexualité, en général, il vient à Paris ou il va dans une grande ville. Il va dans une grande ville. Parce que c'est un problème de nombre. Tout simplement, c'est un problème de nombre. C'est-à-dire qu'il est sous le regard. Je veux dire, exercer un métier dans une petite ville, on est continuellement sous le regard. Vous croyez par exemple qu'il est plus difficile à un homosexuel de postuler pour un emploi? Il risque de se le voir refuser. Oui, je sais que par le journal Guépier où je travaille, je sais que souvent nous avons des lettres où des garçons nous disent on m'a refusé cet emploi uniquement parce qu'on sait que je suis homosexuel. Oui, ça arrive très couramment. C'est très courant. Très courant. Moi, je crois que si les homosexuels en général ne laissaient passer aucun détail de la vie quotidienne, par exemple, allaient à la banque et demandaient, s'ils en ont envie, un compte commun, règlent les problèmes d'assurance, répondent concrètement, sans faire... Je ne parle pas d'exhibitionnisme, mais répondent vraiment et fassent état de leur état. Et si tous, massivement, agissaient ainsi, je crois que la société serait obligée de les considérer d'une façon qui soit à part entière. Oui. Seulement, toujours, il y a cette peur. C'est la masse de souffrance qui engendrait ça. Mais toujours, il y a cette peur qui engendre cette dissimulation. Oui. Et c'est extrêmement dommage. Oui, moi, je crois que... Je sais qu'en province ou dans les milieux qui ne sont pas les milieux intellectuels, c'est très difficile. Oui. Mais il y a aussi beaucoup d'homosexuels qui s'auto-punissent ou qui manquent simplement de courage. Aujourd'hui, je crois qu'en France, on a un régime libéral, même les lois discriminatoires ont été abolies par le régime socialiste. Et donc, il n'y a plus de... Évidemment, c'est la pression des siècles qui fait que l'homosexuel n'ose pas s'affirmer. Si chacun pouvait s'affirmer, si aussi un autre, si les hommes politiques pouvaient le dire, ça serait un grand progrès. Mais alors, on est un petit peu surpris. Oui, en France. Vous dites on est dans un régime tout à fait libéral, il y a eu un certain nombre de choses. Non, mais tout à fait, bon, je prends acte et note. Mais on s'aperçoit que vous vivez, pardonnez-moi le mot qui va probablement faire sursauter, vous vivez un peu en ghetto. Non, pas du tout. Oui, mais je savais bien que vous allez sursauter. Vous avez des lieux de rencontre, vous avez des presse, vous avez des... Je n'ai jamais mis le bout d'un pied dans un lieu de rencontre. Alors, horreur de ça. Ici, ce soir, mais enfin... Ce soir, c'est pas un ghetto. Renaud Camus, vous en parlez dans votre livre. Non, Renaud Camus, vous en parlez. On ne parle pas comme d'un ghetto, c'est d'abord un ghetto, on n'y est pas. J'ai employé un mot caricatural. Il se trouve qu'à certains moments, on est content de se retrouver ensemble, les hétéros aussi, que je sache des boîtes qui sont hétérosexuels. Ça, c'est une image quand même c'est une image un peu caricaturale que les homosexuels vont dans des boîtes. J'ai employé volontairement une image caricaturale pour vous expliquer un petit peu ce que les choses sont. Vous le décrivez, vous. Non, mais c'est une minorité. Ce sont des évanescences ponctuelles. Attendez, pas tous à la fois. Vous décrivez dans votre livre, par exemple, dans les chroniques acriennes, un certain nombre de réunions d'homosexuels qui se retrouvent dans des lieux de rencontre, etc. Il y a des boîtes homosexuelles comme il y a des boîtes hétérosexuelles. Il y a des quartiers où il y a un tas de boîtes hétérosexuelles. On parlera alors du ghetto hétérosexuel de Pigalle ou de Matignon, ou je ne sais où, Élysée Matignon, ou à Hambourg. C'est la foire de la chair. Mais est-ce que je peux revenir sur cette question des privilèges dont on parlait tout à l'heure? Certainement. Et on disait que nous avions de grands privilèges. C'est vrai, mais il ne faut tout de même pas oublier qu'il y a eu un moment où il a fallu être très courageux, prendre une décision. Et tout à l'heure, on parlait de la nécessité de se cacher. Et c'est vrai qu'elle existe, mais je crois que c'est un cercle vicieux terrible. Parce que la société hétérosexuelle majoritaire force plus ou moins les gens à se cacher, mais une fois qu'elle se cache, il dit c'est bien qu'il doit y avoir quelque chose à cacher puisqu'il se cache. Alors là, on est pris dans un jeu terrible dont on ne peut sortir que par un acte de courage qu'il faudra que tout le monde prenne à un moment ou à un autre, c'est-à-dire de prendre la décision de sortir au grand jour. Et ce n'est pas de l'exhibitionnisme. Ça aussi, c'est un terme qu'il faut relever, parce qu'on parle de l'exhibitionnisme homosexuel. C'est un peu comme si on parlait des peuples coloniaux, les peuples colonisateurs, pardon, si le peuple colonial se met à parler dans sa langue, il dit mais c'est inadmissible, c'est de la provocation. Et si nous sommes tout
tout simplement nous-mêmes, si nous nous montrons comme nous sommes, la société hétérosexuelle majoritaire dit « mais c'est de la provocation à notre endroit, et si on se montre au grand jour, tout simplement, pas du tout par le moindre prosélytisme, seulement pour être nous-mêmes, sans se cacher. » Ils disent « mais c'est du prosélytisme, et c'est de l'exhibitionnisme. » Il faut se méfier de ce terme d'exhibitionnisme. Attendez, juste un instant, nous faisons une nouvelle incursion à SVP. Gilbert Kahn. Oui, une question qui vient d'arriver. Un téléspectateur nous dit très souvent, en tout cas ce qu'on peut voir, des homosexuels qui nous côtoient, que l'on voit dans la rue ou dans les maisons qu'on peut fréquenter, les homosexuels sortent ou vivent avec des jeunes gens, souvent beaucoup plus jeunes qu'eux. Et la question qui se pose est de savoir s'il peut y avoir entre deux hommes ou deux femmes une relation durable entre des êtres qui ont 13 ou 15 ans ou 20 ans de différence d'âge. Non, je trouve que alors ça, c'est un débat très important, parce que je trouve que ce qui est merveilleux dans l'homosexualité, c'est qu'on passe certaines barrières qui sont des barrières qu'on trouve plus souvent certaines limites qu'on trouve dans le mariage. Parce que dans le mariage, c'est souvent deux personnes du même âge, souvent de même conditions sociales, ça a longtemps été comme ça. Et il y a déjà c'est très circonscrit. L'homosexualité, c'est le désir qui se manifeste librement, c'est l'amour qui se manifeste librement, sans considération sociale, ni matérielle, souvent, puisque c'est un amour qui n'est même pas reconnu, donc c'est un amour qui est plus difficile, plus précaire aussi. Et donc, il y a la liberté infinie de toutes les possibilités qui jouent. C'est-à-dire que ça peut être d'âge très différent, de conditions sociales très différentes, ce qui est fréquent aussi. Et on voit l'amour à l'état libre se manifeste beaucoup plus souvent. Je ne peux pas dire que je suis le prosélytisme, mais non. Je crois que l'amour se manifeste plus souvent à l'état pur dans l'homosexualité parce qu'il n'y a pas d'étés sociaux, ce n'est pas appuyé, ce n'est pas reconnu par la société, il n'y a pas de patrimoine commun, il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de belle famille, il n'y a pas tout ce qui cimente un mariage, il n'y a pas d'enfants, bien entendu. Donc, c'est l'amour à l'état pur. Et l'amour, vous savez, l'amour n'a pas de limite. Quelqu'un de 20 ans peut aimer quelqu'un de 50 ans, quelqu'un de riche peut aimer quelqu'un d'une autre condition sociale. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a pas du tout, on n'est pas conditionné. On aime parce que c'est la personne, ce sont deux personnes qui se rencontrent. Et on ne pense ni à l'âge, ni à la condition sociale, ni à la situation de fortune. Et ça, c'est une chose qui peut être très belle, et qui est souvent très belle dans l'homosexualité. Oui, c'est une des raisons de plus de la répression aussi. L'homosexualité est sentie comme le comble de l'amour libre, de l'amour non institutionnel, donc quelque chose d'inquiétant. Et pour beaucoup de gens, vous savez, le nombre de gens mariés qui sont homosexuels est effrayant, si on savait. Enfin, les spectateurs... Comment effrayant? Quoi? Comment effrayant? Je pense que ça secrète une certaine jalousie. Et donc, voir quelqu'un qui a réussi à être libre, c'est pas tolérable. C'est pour ça que une des racines de l'homophobie dont vous parliez, c'est bien le spectacle de la liberté d'autrui qui est intolérable pour quelqu'un qui n'a pas eu ce courage, pas eu cette chance. Mais l'Église a toujours puni la sexualité en la sortissant du mariage. Bien sûr. Mais justement, justifié par vous avez survolé très vite un problème important qui est celui des enfants. C'est-à-dire que le fait de vivre ensemble, homme ou femme, etc., interdit d'avoir des enfants, par nature. Bon. Et est-ce que c'est un manque? Est-ce qu'il y a un certain nombre d'homosexuels qui souhaitent, par exemple, adopter des enfants ou s'occuper d'enfants? Est-ce qu'on ne peut pas expliquer aussi est-ce qu'on ne peut pas répondre à la question qui a été posée tout à l'heure de savoir pourquoi certains vivent avec des garçons plus jeunes parce qu'ils ont un peu l'impression d'être leur père? Moi, j'aimerais dire quelque chose. Parce que ce mot homosexuel qui est tellement critiqué a tout de même, me semble-t-il, un avantage étymologique, ça veut dire le désir sexuel pour le même. Et si je peux donner mon cas particulier, moi je suis vraiment un homosexuel au sens pur, c'est-à-dire je ne suis pas du tout pédéraste, je n'ai pas de désir pour les mères n'ont pas à s'inquiéter, moi je ne m'intéresse pas ni aux enfants ni aux adolescents. Et c'est une homosexualité c'est le désir du semblable, au fond, au contraire, quelqu'un qui a le même âge que moi. Il n'y a pas de différence de 20 ans dans un sens ou dans l'autre, c'est pas ça. Et je crois que ça pose une question plus large, c'est qu'on s'interroge beaucoup sur la nature de l'homosexualité, et je crois que c'est une question qui n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que d'abord, on ne trouvera jamais la raison. Non, et je crois qu'il est plus intéressant de s'interroger sur son histoire, d'autre part, et sur sa géographie. Et parce qu'il y a des formes d'homosexualité qui sont très nombreuses. Quand on parle de la Grèce antique, on parle tout de même assez largement, je simplifie vraiment exagérément, le professeur Venn me corrigera, mais de pédérastie. Non, je suis peu Or, il y a aujourd'hui une homosexualité qui est
qu'on pourrait appeler très grossièrement américaine, par exemple, qui n'est pas du tout ça, qui n'est pas pédéraste. Je n'ai rien contre les pédérastes au sens strict, c'est-à-dire contre les gens qui désirent, mettons, les adolescents. Mais moi, ça ne me concerne pas, ce n'est pas du tout mon homosexualité. Je crois qu'il ne faut pas parler de la nature de l'homosexualité. Ce qui a peu d'intérêt, ce qui est intéressant, c'est d'en parler d'un point de vue historique et géographique, de voir qu'elle n'est pas la même dans tel pays et dans tel autre, et qu'elle n'est pas la même à telle époque et à telle autre. Est-ce que Paul Venn peut ajouter une précision? Oui, ça a beaucoup varié, mais il y a aussi les modes. L'homosexualité américaine, dont un ami mort récemment me parlait très souvent, paraît être une mode qui a d'ailleurs beaucoup varié d'année en année. Je ne dis pas dans sa diffusion, mais dans les formes qu'elle prenait et laissait voir. Il y a des tentatives il y a comme des tentatives au sein de la liberté de créer des styles, de créer des façons d'être, des façons considérées comme plus justes, comme meilleures. Il y a des tentatives dans tous les sens, et c'est ce qui donne la diversité dans le monde. Mais je crois que le maximum de la diversité des différentes formes d'homosexualité vient surtout des degrés et des formes très différents de la censure. C'est-à-dire il y a des pays où l'homosexualité est peu réprimée, ou bien certaines formes, par exemple la passivité seulement, sont blâmées, et c'est surtout les différences de censure qui font les différences d'apparence de l'homosexualité, il me semble. En tout cas, à travers les siècles, c'est très sensible. Hugo Marchand. Je vais d'abord dire plusieurs choses. Il est exact que les figures de rencontres à l'intérieur de l'homosexualité sont riches. Les figures sont riches, ne serait-ce que, pas seulement le plan de l'âge, mais par exemple de la relation sociale. Il est évident qu'on ne peut pas imaginer, ou qu'on imagine mal, dans une relation hétérosexuelle, et surtout à l'intérieur du mariage, les variations de rencontres et les enrichissements réciproques que ça peut donner. Ça, c'est une chose. On est passé très vite sur quelque chose, sur peut-être le désir de paternité de l'homosexuel. Je ne vois pas... Peut-être que l'homosexuel peut avoir un désir de paternité. Moi, je dirais que dans mon cas particulier, il est exact qu'aujourd'hui, dans ma relation homosexuelle, il y a certainement une composante de cet ordre, puisque j'aime quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi, et que c'est une chose très enrichissante, et que je crois que c'est une manière pour moi peut-être d'être paternel, peut-être, je ne sais pas. Maintenant, il faut se méfier aussi, parce que je pense qu'il faut se méfier à l'intérieur chez les homosexuels. Quand des homosexuels font appel à des demandes du genre mariage, possibilité d'avoir des enfants, etc., il faut savoir faire la part des choses. Très souvent, ces demandes, elles sont quelquefois sincères, mais parfois, elles disent autre chose. Elles disent « cette société nous refuse ». Si elle nous octroyait ces choses qui appartiennent par définition à l'hétérosexualité, ça voudrait dire qu'on nous reconnaît. Je reviens à la fragilité de certains êtres, je reviens à la difficulté qu'ont certains êtres à s'assumer, je reviens peut-être à cette idée de Renaud Camus qu'il y a un manque de courage chez certains ou une impossibilité de le faire dans la solitude. Donc à travers ces idées, mariage, reconnaissance du concubinage, etc., toutes ces choses étant très bonnes, en même temps, elles cachent le fait qu'un homosexuel demande à la société telle qu'elle est, c'est-à-dire à grande majorité hétérosexuelle, de le reconnaître à l'intérieur de ces systèmes. SVP. Une question au docteur Seux. Les homosexuels, nous dit un commerçant de Colmar, ont été pendant longtemps considérés comme des désaxés sexuellement, et même l'OMS fut un temps, et c'est la question qui est posée, est-ce que ça existe encore aujourd'hui, l'OMS, l'Office mondial de la santé, a considéré l'homosexualité comme un fléau social, au même titre que l'alcoolisme par exemple. Enfin, c'est pas l'OMS qui considérait l'homosexualité comme un fléau social, ça c'est autre chose. Non, l'OMS, c'est la classification aujourd'hui encore de l'OMS, et c'est homosexualité, c'est attirance sexuelle prédominante ou exclusive pour un être du même sexe, avec ou sans rapport physique. C'est ça l'homosexualité. Avec ou sans rapport physique. La définition actuelle de l'OMS, c'est avec ou sans rapport physique. Et qu'est-ce qu'une sexualité sans rapport physique ? Je vous donne la définition de l'OMS. Je vais y revenir parce qu'il y a d'autres définitions maintenant plus intéressantes à mon avis. Deuxièmement, la deuxième phrase dans la définition de l'OMS, c'est que finalement, pour considérer que l'homosexualité soit une maladie mentale, est un phénomène très controversé. Alors l'OMS, effectivement, ne se mouille pas, puisque finalement, ne tranche pas le problème. Par contre, les Américains qui ont fait une autre classification qu'on connaît, qui s'appelle le DSM, qui est la classification des maladies mentales aux États-Unis, qui a été traduit en français d'ailleurs, gros effort,
s'appelle le DSM-3, troisième classification, ne considère plus l'homosexualité comme une maladie mentale. Et je crois que Hugo Marsan peut-être en parlera tout à l'heure, mais je crois qu'actuellement, ce que les gays demandent, c'est effectivement que l'Organisation mondiale de la santé veuille bien mettre au point ce problème de définition. Et je le pense en tant que, moi personnellement, et en tant que psychiatre, je pense qu'on est infirme aujourd'hui, je pense qu'on est très infirme si on n'est pas capable de reconnaître en soi, même si on n'est pas homosexuel, si on n'est pas capable de reconnaître qu'on a une homosexualité, même si on est le meilleur hétérosexuel le français. Au début de l'émission, il y a effectivement des questions qui sont venues de la part des téléspectateurs. Au début, Gilbert Kahn l'a dit, en disant, certains considèrent j'avais noté, l'homosexualité comme une maladie, d'autres comme un vice, et d'autres encore comme une infirmité. Alors, ce n'est pas une perversion, ce n'est pas une maladie mentale, et la plupart des gens, effectivement, qui pensent ça se trompent. Par rapport à la société dans laquelle ils vivent aujourd'hui, ils sont débranchés, si j'ose dire, eux. Gilbert Kahn. Au docteur Seux toujours, et après ce qu'il vient de nous dire, que pense-t-il de ce propos d'un antiquaire de Paris qui nous dit « J'ai vécu 20 ans avec un garçon, aujourd'hui je vis avec une femme dont j'ai un enfant, je voudrais savoir s'il y a une possibilité de rechute ». Et c'est sur le mot « rechute » bien sûr, que attirer votre attention. Je crois que la question est posée parce qu'elle probablement, ce monsieur doit souffrir d'éventuellement abandonner cette femme qu'il aime peut-être, ou peut-être qu'il a choisi parce que pour enfin faire comme tout le monde ou pour avoir un enfant. Peut-être en fait son désir c'était d'avoir un enfant. Je pense que si cette femme lui a donné un enfant, s'il l'a aimé suffisamment pour qu'elle lui donne cet enfant, et s'il l'aimera toujours cette femme, elle sera la mère de son enfant. Maintenant qu'il y a une rechute, je pense que s'il a vécu pendant plusieurs années avec un homme et si aujourd'hui il retrouve la possibilité et le souhait de continuer à vivre avec un autre homme, ou peut-être même le même, eh bien je pense qu'il faut qu'il le fasse. Enfin, il faut quand même relever le terme, qui n'est pas admissible. Hein. Rechute. Oui, c'est un terme médical. Bien sûr, enfin bon, je veux dire, rechute, c'est peut-être parce que ce monsieur a aussi une vie très censurée, ou qu'il s'est laissé censurer beaucoup dans sa vie. Bien sûr que c'est pas une rechute. Il faut dire aussi... Ce qui est pour moi une source perpétuelle d'étonnement, c'est pas du tout qu'il y ait des hétérosexuels ou des homosexuels, c'est qu'il y ait si peu d'amants, si peu d'amoureux dans le monde. Je trouve qu'il y a très peu de gens qui mettent comme valeur première de leur existence les valeurs amoureuses. Ils s'intéressent beaucoup à l'argent, à leur travail, à toutes sortes de choses, à l'argent beaucoup, ou au profit, au jeu. Mais il y a très peu de gens qui pensent et qui semblent vivre selon un critère qui serait prédominant et qui serait l'amour. Je trouve qu'il y a peu d'amants. Je rencontre très peu. Je suis très content d'entendre ça parce que moi, je pense réellement que l'homosexualité aujourd'hui, l'homosexualité, disons, c'est ces gens qui se permettent de vivre une sexualité qui n'est pas tout de même la sexualité de tout le monde et qui ne font pas comme tout le monde. Je pense que c'est très important parce que on a bien vu, en tout cas quand on reprend l'histoire un petit peu, comment la judéo-chrétienté est venue s'installer après les Grecs, comment pour des raisons économiques, patriarcales, il a fallu installer un système économique qui fonctionne, on ait des enfants, où on puisse avoir une procréation importante, etc. On a bien vu comment tout ça s'est installé, on a bien vu comment ça a fonctionné, puis ensuite ça s'est un petit peu relâché. Pendant la Révolution, on a donné l'accord pour l'homosexualité, tout le monde pouvait être homosexuel sans que ça pose de problème. Puis ensuite, il y a eu un retour. Puis on est venu à Vichy en 1942, où le 6 août, finalement, 1942, on a décrété l'homosexualité. M. Pétain voulait effectivement nous préserver de notre malheur et il a fait des portées en donnant les cartes et les noms des homosexuels français. Il les a envoyés se faire tuer dans les camps de concentration avec les Juifs et les toiles roses. Et aujourd'hui, on arrive à une société où on continue à constater que finalement les homosexuels sont des gens qui effectivement privilégient l'amour, privilégient le système d'amour, aux dépens d'un système qui est un système économique. Aujourd'hui, dans le système hétérosexuel, si j'ose dire, si on devait l'opposer, c'est a priori l'argent qui prime, et puis... C'est une affirmation, me semble-t-il, un peu gratuite, un peu exagérée. Il doit y avoir des gens quand même qui se marient par amour, j'imagine, dans le monde. Mais c'est le gain des nombreuses années. Depuis 10 ans, bien évidemment, par exemple, depuis 10 ans, je crois que tout ça a beaucoup évolué. Et qu'aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, qu'ils soient des milieux bourgeois, des milieux ouvriers, des milieux... Eh bien, tout ça a beaucoup évolué. Et on rencontre des gens aujourd'hui qui sont plus contre l'homosexualité et qui vous disent... les hommes politiques qui aujourd'hui se servent de l'épouvantail homosexuel, on ne peut pas les suivre, ça ne vaut pas la peine, n'est-ce pas ? Moi, je voudrais appuyer ce que vous avez dit.
on oublie que la répression homosexuelle, la grande répression date du 19e siècle, c'est-à-dire de l'essor de la bourgeoisie industrielle et commerciale. Au XVIIe siècle, les mœurs étaient infiniment plus libres. Il n'y a qu'à lire Casanova ou Talleyrand d'Héréo. Et la répression, l'origine n'est plus maintenant militaire, comme chez les Hébreux autrefois, ou religieuse, et est économique. Il fallait que les femmes fassent des enfants et qu'on produise, qu'on consomme, et ce système allait avec l'hétérosexualité et la procréation. Et ça a duré c'est tout le XIXe siècle, et ça a amené à cette effroyable répression qui a un peu éclaté avec Freud, qui a produit de cette bourgeoisie vers 1900. Et maintenant, on sort un peu de ça et on redécouvre l'ordre ou le désordre amoureux. Et ça, c'est très important. Je dois te dire que dans le système, entre guillemets, homosexuel, l'amour a beaucoup plus grande place. Pas toujours, je ne veux pas dire que tous les homosexuels. Il y a aussi des crapules, des gens qui s'aiment pas. Vous faites un tableau un peu idyllique, sans jeu de mots. Non, je veux dire que si on est pur après la situation, l'amour qui transperce les barrières, qui transgresse les lois, se trouve plus souvent, je dis, chez les homosexuels, parce qu'ils sont indifférents à l'ordre économique, à l'ordre matériel, à l'ordre à tout ça, et c'est un peu de la folie souvent. Et quand même, leur situation est quand même beaucoup plus précaire. Il n'y a pas d'été. Et si l'amour cesse, par exemple, c'est une catastrophe. Entre mari et femme, si l'amour cesse, dans beaucoup de cas, c'est sauvé parce qu'il y a les enfants, il y a le patrimoine, et tout ça. Très souvent, il y a des tas de mariages qui sont finis du dedans, qui sont pourris du dedans et qui continuent jusqu'à la mort. Mais quand les homosexuels cessent de s'aimer, quand le courant du désir cesse, c'est la catastrophe. Chacun fait ses valises, on part de son côté, c'est le drame, c'est la solitude absolue. Donc, je dirais autant de l'amour libre hétérosexuel. Là, ce que tu opposes, c'est plutôt au mariage qu'à l'amour hétérosexuel en général. Oui, si tu veux, mais il me semble qu'il y a une plus forte, et ça je suis tout à fait très touché par ce que vous avez dit, il y a une forte dose une circulation, une électricité d'amour beaucoup plus importante dans les rapports homosexuels. D'ailleurs, on appelle cet amour l'amour uranien. Voilà. Gilbert, attendez, on fait une incursion à SVP pour ne pas perdre nos amis, et puis on revient à vous tout de suite. Gilbert Kahn. Oui, sur l'apparence des homosexuels, beaucoup de questions sur pourquoi les homosexuels masculins ont-ils si souvent un visage d'apparence féminine? Est-ce une réalité physique ou bien cela correspond-il à un besoin psychologique de ressembler au sexe féminin? Est-il nécessaire à un homosexuel de prendre une façon spéciale de parler ou de s'accoutrer ou de s'habiller ou de se présenter, de se déplacer? Et la question, bien sûr, qui est posée, c'est de savoir si nos invités de ce soir se sentent proches de ce qu'on peut peut-être considérer dans certains milieux comme une caricature de l'homosexualité. Alors, Paul Venn. Il n'y a pas d'apparence typique de l'homosexuel, sauf chez de rares individus qui, par jeu ou par folie ou par ce qu'on veut, en remettent. Je vais vous donner un témoignage. Il se trouve qu'il y a 4 ans, j'ai coprésidé avec Michel Foucault la séance inaugurale du congrès homosexuel Arcadie. Qu'on se rassure, j'étais là en tant que témoin hétérosexuel. J'ai eu devant moi 700 personnes, 700 hétérosexuels, dont 2 hommes politiques, dont un sénateur, qui, pour la première fois, décryptaient ce qu'ils étaient. J'avais devant moi une foule de 700 personnes, de Français moyens, si j'ose dire, parfaitement normales. Et si j'avais rencontré n'importe lequel d'entre eux dans la rue, j'aurais été incapable de dire « celui-là, c'est un homo ». C'est une légende, c'est un mythe, à peu près comme celui du nez juif. C'est vraiment le schéma raciste, c'est faux. Les homosexuels, vous ne les reconnaissez pas. Docteur Seud. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je veux dire, je pense qu'il est très important. Je pense qu'il est très important. Et là, c'est très important que certaines personnes, découvrant leur sexualité, puissent, parce qu'ils la découvrent et parce que c'est peut-être l'image d'une femme qu'ils préfèrent représenter, ou peut-être c'est peut-être l'image d'un homme dur, violent, viril qu'ils préfèrent représenter. Je crois qu'il y a des caricatures qui sont pas du tout des généralités, mais je crois qu'il y a des êtres qui ont besoin de passer par des stades comme ça où ils vont avoir plus besoin de ressembler à une femme ou plus besoin de ressembler à un homme très dur, très violent. Vous voyez, je crois pas que ce soit du tout une caricature. Ne pensez-vous pas aussi que ça soit une manière, que ça soit parce que moi je veux répondre à ces choses-là. C'est vrai qu'on peut avoir l'air d'un dur, c'est vrai qu'on peut avoir l'air efféminé, comme l'on dit. Pourquoi pas? Mais ça peut être aussi très jeune une manière d'éprouver sa liberté. Je veux dire qu'il y a pourquoi est-ce qu'on le rencontre moins dans les générations d'aujourd'hui alors qu'on le rencontrait davantage dans les générations passées? Parce que je pense que le silence était tel
Et le masque était si lourd que peut-être il y avait, je ne sais pas, j'avance cette idée, peut-être que d'avoir l'image de la femme en tête et d'essayer d'être séduisant comme une femme, ce qui était une grave erreur, parce qu'à ce moment-là, on ne séduit pas du tout les hommes, mais peut-être que d'avoir cette idée en tête, c'était une manière de se libérer, une manière solitaire de se libérer. Mais il y a quelque chose que je voudrais dire d'important, c'est que je parlais de la liberté dans l'amour homosexuel. Il y a aussi cette grande liberté, c'est d'assumer de vivre son autre sexe, car nous avons tous deux sexes. Enfin, c'est une vérité éculée maintenant depuis Freud. Enfin, la bisexualité, il n'y a qu'à voir les jeunes enfants, ils sont bisexuels, et puis après, ils diffèrent. Et l'homosexuel, certainement, est quelqu'un qui a une part de l'autre sexe. Et il y a la caricature qui peut être l'effémination ou le travesti, mais qui a aussi sa grande contrepartie chez tous les grands créateurs. On sait que les grands créateurs ont toujours hommes ont une part féminine importante et femmes une part masculine, et c'est très beau d'oser la vivre, alors que la société répressive empêche, dit à la petite fille dès l'enfance, toi tu vas jouer avec des poupées, puis le petit garçon avec des soldats de plomb, tu seras homme, tu seras femme. Ce qui est beau dans un être, c'est qu'il soit complet. Et les grands mythes, Adam et Ève, ou les mythes orphiques, ou Platon, les grands mythes nous parlent d'une bisexualité originelle, et le malheur de l'humanité a été que les sexes ont été tranchés à un certain moment, chacun dans son coin. Il y a des choses importantes à dire là-dessus. Un garçon de 20 ans. Je voudrais que Renaud Camus, qui demande la parole depuis un certain temps, puisse la prendre. À propos de la question, on revient bien à la question qui a été posée. Homosexuels supposés et féminins. Bon, je voudrais dire, si je peux, 4 choses, peut-être en oublier le plus vite possible. D'abord, s'ils ne voient que les homosexuels comme ça, la réponse est absolument évidente, c'est parce que ce sont les plus visibles, ceux qui savent reconnaître. Et la situation, du point de vue des gens qui posent cette question, est bien plus grave qu'ils ne le pensent, parce qu'il y a un tas d'autres homosexuels qui ne sont pas du tout comme ça et qui ne peuvent pas ne décèlent pas, si je puis dire. C'est ce que Pardon disait Paul Venn tout à l'heure. Non, ils ont beaucoup d'amis, ces gens-là qui sont homosexuels, ils ne savent pas. D'autre part, il est bien évident que si un homosexuel désire être comme ça, son droit est absolu. Si c'est ça son plaisir, il faut lui reconnaître ce droit. D'autre part, ça montre que la sexualité, l'homosexualité comme tout est historique, a une histoire, parce qu'il y a des sociétés où c'est une nécessité, où c'est... Je crois que ce qu'on appelle un peu en jargon la folie, c'est-à-dire l'homosexualité très, très marquée et tendant vers le type efféminé, quelquefois c'est le fait que les gens n'ont pas d'autre discours pour s'exprimer. C'est une invention de l'hétérosexualité. Au fond, dans les sociétés très lourdement hétérosexuelles, l'homosexuel n'a rien d'autre pour s'affirmer. Pour lui, l'homosexualité, c'est ça. Or, c'est tout ce qu'il a. C'est le seul langage qui lui est présenté, le seul ensemble de signes. Mais, bien entendu, c'est une infime partie de l'homosexualité. Moi, je dirais que c'est exactement le contraire, si je puis me permettre, de ce que je peux désirer. Au contraire, désirant un homme, je suis très littéralement homosexuel, c'est-à-dire désirant plutôt le même. Et si je désire un homme, je me sens plutôt plus viril, parce que j'ai plus de conscience de mon corps. Mais c'est aussi un moyen de séduire. C'est aussi un moyen de séduire que d'être féminin. Pour certains homosexuels. Pour certains, bien sûr. Non, mais pas parce que justement la société nous enseigne comme ça. Les films, l'enseignement, l'école, tout est fait pour un monde où les deux sexes sont parfaitement séparés. N'est-ce pas ? Alors, bien ce raccrochage est extraordinaire. Dire si au moins les homosexuels avaient l'apparence des hommes, des vrais, quel raccrochage encore à l'hétérosexualité, quelle mainmise. Mais les hétérosexuels en ont autant de manières. Certains jouent au dur, d'autres séducteurs de femmes, d'autres au joli cœur. Ils sont aussi maniérés, et aussi diversement. Gilbert, c'est à vous à nouveau. On parle beaucoup aujourd'hui d'une maladie, semble-t-il nouvelle, le sida, qui, a priori, semblerait toucher plus particulièrement les homosexuels. Alors, sans dire, comme cette téléspectatrice de Paris, que ça pourrait être une punition que le bon Dieu leur envoie, est-ce qu'on peut réellement penser que cette maladie touche plus particulièrement, et pourquoi, les homosexuels ? Docteur C. D'abord, je voudrais que les mamans qui ont des fils homosexuels se rassurent, parce que si elles se rassurent, leurs enfants, eh bien, éventuellement, seront aussi beaucoup plus rassurés. Je crois que ce n'est pas parce qu'on a un fils homosexuel qu'il va attraper le sida. Je crois que l'amalgame qui a été longtemps fait entre homosexualité et sida est faux. Cela dit, qu'il y ait une forte proportion dans cette maladie de malades qui soient des homosexuels, c'est vrai. Mais ce n'est pas homosexualité égale sida. Ça, c'est faux, c'est un amalgame qu'il faut détruire parce que ce n'est pas la réalité. Effectivement, eh bien, les homosexuels ont rencontré un virus qui s'est propagé à l'intérieur de leur groupe
Et ce virus eh bien, atteint plus d'homosexuels. Mais il atteint aussi d'autres communautés, d'autres populations à risque. Et il n'y a pas que les homosexuels, il n'y a pas que les homosexuels femmes ou hommes. Je crois qu'il n'y a pas d'homosexuels femmes qui soient atteintes de cette maladie. Peut-être qu'il y en a-t-il. Il y a aussi d'autres groupes, et ce n'est pas proprement une maladie d'homosexuels. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je crois qu'il faut au contraire, puisqu'il y a en ce moment dans un groupe qui sont des gens qui effectivement ont une vie un petit peu différente, cette maladie est assez effrayante, elle effraie beaucoup les gens. C'est une maladie qui peut être très grave, qui peut être mortelle. Eh bien, je crois qu'il faut aider à ce moment-là les gens qui sont proches de nous, qui sont homosexuels. Il faut les rassurer. Il faut éviter qu'ils pensent qu'une simple grippe, ce sont les symptômes du sida. Il faut parler, il faut qu'ils puissent en parler, il faut qu'ils puissent se livrer, il faut qu'on puisse les aider. Ça, c'est très important, c'est la seule façon que nous avons d'aimer les gens qui nous entourent. Et ça me paraît très important. Et je crois qu'il faut rassurer, effectivement, aujourd'hui, par exemple, les mères d'homosexuels. Ce n'est pas parce que leur fils est homosexuel qu'il va attraper le sida. Il faut qu'elles feraient beaucoup mieux d'en parler avec leur fils, non pas du sida, mais de leur homosexualité et de leur façon d'aimer. Gilbert? Oui, pardon. Quel est approximativement le nombre de cas de sida en France? Oh, il est à peu près... 1 million, 100 000 ou 100? Il est à peu près 200 cas. 200 tout court? Aujourd'hui en France, oui. C'est infime. Pour 2 ou 3 Absolument millions infime. d'homosexuels. D'autre part, il ne suffit pas, si j'ose dire... C'est un film, mais c'est dramatique. Ah oui, bien sûr. C'est un film, mais c'est dramatique. Je veux dire, bon, comme est dramatique toute mort d'un individu que l'on chérit. Je veux dire, c'est pas parce que c'est en petit nombre que ce n'est pas grave. C'est parce que c'est Je parle de quelqu'un. la fréquence où ça peut Oui, se bien produire. sûr. D'autre part, il faut des conditions extrêmement particulières. Oui, il c'est ne vrai. suffit pas, si j'ose dire, d'être homosexuel. Non, il ne suffit pas d'être homosexuel. Non. Gilbert Kahn. Oui, je crois que je devais vous lire l'appel que nous venons de recevoir. Je suis la fille de Jocelyne François, nous dit-on. Si on a eu une envie, mon frère et moi, c'est de suivre l'exemple d'une réussite. Nous sommes hétérosexuels, je le signale. L'amour est l'amour. Et puis, puisque nous parlons de cette réussite, c'est une question qui revient souvent, qui est puisque nous avons en face de nous des couples, que ce soit des hommes ou des femmes, est-ce qu'on peut imaginer, et quelle serait exactement l'éducation donnée à ces enfants, que ces couples homosexuels puissent adopter des enfants? C'est très regrettable qu'ils ne puissent pas, parce que pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas... Il y a chez les homosexuels une fibre paternelle ou maternelle. C'est la question que je posais tout à l'heure, Bon, d'ailleurs. Hein, oui, et je crois qu'ils les élèveraient aussi bien. Enfin, il y a aussi des bons et des mauvais éducateurs, comme chez les parents hétérosexuels. Je veux dire, il y a les mêmes proportions partout. Mais le principe qu'on refuse ça, et je trouve scandaleux, enfin, sot surtout. Sot, parce que c'est une possibilité de chance, de réussite, de bonheur qu'on supprime. Ce qui est terrible dans toute société répressive, c'est de supprimer des chances de bonheur et d'amour, au nom de principes abstraits. Oui. Bon, il y a des risques, ça peut être un ratage, mais dans le mariage dit normal, combien il y a de ratage? Combien il y a d'éducation complètement absurde? Combien de pères alcooliques qui battent les enfants? C'est beaucoup plus scandaleux, beaucoup plus grave que le risque qu'on donnerait de faire élever par des couples homosexuels, hommes ou femmes, des enfants. Mais il y a tout de même un certain nombre de... J'ai un sondage, là, ici, qui est parmi... Dans ce sondage, plutôt, il y a un certain nombre de questions, dont celle-ci. Trouveriez-vous choquant ou pas choquant qu'un homosexuel soit, par exemple, médecin, acteur de cinéma, président de la République, romancier, journaliste à la télévision, etc., etc. Alors, on s'aperçoit que pour les professions que vous représentez ici ce soir, romancier, bon, peu de gens trouvent ça choquant, puisque seulement 16%. Mais par contre, alors je vais assez vite, président de la République, 61% des gens interrogés trouveraient ça extrêmement choquant. Mais plus encore, 64% des personnes interrogées trouveraient très choquant qu'un éducateur, entendez par là, soit un homosexuel. C'est extraordinaire ce préjugé, parce qu'un éducateur homosexuel est censé corrompre les garçons qui se confient. Tandis qu'un éducateur hétérosexuel... C'est la crainte qui s'en dégage. Un éducateur hétérosexuel qui s'occupe de petites filles, ça, il n'y a aucun risque. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que automatiquement l'homosexuel est pervers, il va corrompre, il va vouloir coucher avec ses enfants. C'est absurde. Alors que ce soupçon ne pèse pas sur l'éducateur hétérosexuel
qui a affaire à des filles ou à l'autre sexe. Et ça, les dates sont pleines de clichés. Ce sont des préjugés, des amalgames, mais primaires, enfin, qui sont épouvantables. Alors qu'on sait que la plupart, on sait d'autre part que, et Freud a très bien dit que la plupart des éducateurs sont souvent des homosexuels refoulés qui subliment leur homosexualité en s'occupant d'enfants et qui jamais ne toucheraient un enfant. Parce que leur sexualité, leur désir, ils le mettent dans une éducation, dans une paternité intellectuelle et pas du tout dans une sexualité. J'ai une anecdote très rapide. Quand j'étais professeur en 6e, j'avais un collègue certainement hétérosexuel à tout vent, et il aimait bien caresser comme ça les têtes des enfants et les têtes des petites filles en passant dans les rangs. Pourquoi pas, hein, il y a une manière de faire la classe, pourquoi pas. Les élèves, un jour, me disent à moi, vous savez, monsieur, il est pédé. Et je dis pourquoi ? Il caresse les petites filles dans les rangs. Ça prouve à quel point. Mais il avait le sens d'étymologie, parce que pédéra, c'est pas forcément les petits garçons, c'est les petites filles. La pédophilie, c'est les enfants, et tout. Gilbert, est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles on n'aurait pas encore répondu, ou des réactions plutôt, peut-être ? Est-ce qu'on peut faire une sorte de point, puisque vous nous avez dit que les tendances avaient évolué, qu'elles avaient changé au cours de l'émission, au fur et à mesure des propos qui ont été tenus ici ? Un ou plusieurs témoignages qui concernaient une forme de racisme vis-à-vis des homosexuels, et je voulais vous les donner avant que l'émission se termine. C'est un routier de Marseille qui nous dit « Pourquoi n'y a-t-il pas d'autres personnes que des personnalités sur le plateau ? Je suis routier homosexuel. » Et il précise pourquoi certaines municipalités ont actuellement des brigades anti-homosexuelles la nuit, et il donne un exemple, Aix-en-Provence. Et cela semble être corroboré par un appel d'un détective privé, je le laisse pour ce qu'il a prétendu être, qui dit « L'homosexualité est révoltante. Nous avons créé avec des collègues de la corporation un service chargé de nettoyer certains quartiers de Nice de ce fléau, entre guillemets bien sûr. » Et on a également cet appel qui dit je suis homosexuel, c'est un correspondant de Bois-Colombes. Je suis homosexuel, depuis de nombreuses années je suis donneur de sang. Or à l'hôpital, on vient de me préciser de ne plus me présenter pour cette opération. Je suis catalogué comme dangereux. Oui, Alors ça, c'est à cause du sida. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, d'ailleurs, ce que l'on répond à propos aujourd'hui. du donneur de sang. C'est cela. Ce que l'on répond aujourd'hui. Bon, je crois que c'est très important que effectivement, on puisse prémunir aussi l'ensemble de la population générale. Aujourd'hui, on ne dit pas aux homosexuels votre sang ne vaut rien. On leur dit étant donné les possibilités actuelles d'un virus dans le sang et étant donné qu'effectivement, il est plus souvent rencontré dans la population dont vous faites partie, nous vous demandons de bien vouloir aller à l'hôpital pour donner votre sang, parce que sur ce sang, à ce moment-là, seront faits des examens beaucoup plus spécifiques et il vaut mieux les donner dans ce centre parce que c'est là que les examens seront faits. Je ne crois pas que ce soit un racisme contre le sang des homosexuels. Je crois que ça, c'est terminé. Je crois que là-dessus, les médecins et l'ARSIDA ont été très vigilants et que les gens ont suivi. Mais par contre, sur ce qui se disait avant, au niveau des ratonnades de PD, si je veux dire, je crois que ça existe vraiment. Ce sont des polices municipales. Les gens du Guêpier en ont parlé. Ce sont des polices municipales qui sévissent encore. Le ministère de l'Intérieur fait effort contre ça, mais ça peut encore exister. Ça peut arriver dans certaines villes. Ça existe à Paris. Ça existe à Paris également. Pas seulement dans des villes comme Aix. Donc, non, mais je pense que quand on est peu nombreux dans une ville de province, ça doit être plus difficile d'agir contre. Mais à Paris, ça existait longtemps. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Je crois que les fantasmes différents C'est-à-dire des siens on surveille les parcs. On peut toujours dire qu'on surveille les parcs. Et après, on peut toujours y faire ce qu'on veut. La police peut faire ce qu'elle veut. Gilbert Kahn. Alain, je vous propose, si vous le voulez bien, peut-être une conclusion à ce débat qui a commencé avec les rapports des homosexuels avec l'enfance. C'est comment les couples homosexuels vivent leur vieillesse. Vous êtes tous trop jeunes pour nous répondre, mais je veux dire par par regard autour de vous, qu'est-ce que... Très facile. C'est la vieillesse qui est difficile. Je crois C'est pas ça dépend de l'homosexualité. comment on aura vécu, surtout. Si on a vécu avec amour, je crois que la vieillesse sera plus facile. Non, mais vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure, Dominique Fernandez. Vous avez dit quelquefois les mariages hétérosexuels tiennent parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a ça. Bon, mais en revanche, chez nous, quand on ne s'aime plus, on se quitte, chacun fait sa valise et part. Bon. Oui, mais et quand ça arrive à un certain âge... cette loi générale est
corrigé par le fait que si on a vécu longtemps ensemble dans l'amour, je ne crois pas qu'on va se quitter parce que l'un est plus vieux, je ne pense pas. C'est le problème du concubinage hétérosexuel. Oui. Moi, j'aimerais dire quelque chose là-dessus, en élargissant un tout petit peu, parce que le sous-entendu de la question, c'est que ça va être très triste, sans doute. Je pense que La société hétérosexuelle, et souvent les parents, l'argument ultime des parents, c'est tu vas être très malheureux. Mais ensuite, on fait tout pour qu'il soit effectivement très malheureux, ou bien on le traite comme un paria, ou bien on force des mariages qui vont être catastrophiques, ou non seulement l'homosexuel sera malheureux, mais où en plus il rendra malheureux sa femme et ses enfants. Ça arrive souvent. Moi, j'ai des exemples autour de moi qui sont catastrophiques de mariages qui ont été imposés. Et ensuite, les parents viennent et disent « Ah, mais je vous l'avais bien dit, il est très malheureux. » Comment les choses un malheur qui est créé, ce n'est pas l'homosexualité qui est le malheur en soi. C'est un malheur qui est imposé par une société homophobe. Dans la vieillesse, peut-être particulièrement. Il faut être sincère. Hugo Marsan. Il faut être sincère sur ce point. C'est vrai que l'homosexuel, puisqu'il a cette chance d'une liberté vis-à-vis de soi-même, où il a pris cette chance et ce courage d'une liberté vis-à-vis de soi-même, quant à son désir, il est peut-être très honnête. Je veux dire qu'il admet plus facilement qu'il désire très souvent des êtres nouveaux et des êtres jeunes. C'est vrai. Pourquoi ne pas le dire? On ne peut pas cacher ce problème. Bon, dans ce sens, si évidemment on donc le plus âgé risque de se retrouver tout seul. Si on transporte comme référence, si on dit « Ah, tous les homosexuels n'aiment que les jeunes, quand ils sont vieux, ils sont finis », évidemment, on va être triste. Comme disait Dominique Fernandez, tout dépend ce qu'on fait de sa vie, tout dépend comment on aménage sa vie. Et puis, est-ce que la vie complète, la réussite de la vie, je veux dire, et du vieillissement, c'est uniquement une question de désir? Est-ce uniquement ça aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une autre question? Je connais des garçons qui vivent à deux très, très longtemps et qui ont plus de facilité et plus d'intelligence pour passer les caps qui sont souvent tragiques dans les mariages hétérosexuels. Je pense aussi que cette honnêteté vis-à-vis du désir est une belle chose. Oui, et une garantie. Et puis peut-être aussi que si on accepte dans le temps de sa splendeur et de sa jeunesse de s'octroyer ce bonheur de tous ces désirs et de tous ces plaisirs, peut-être qu'on peut accepter aussi d'assumer d'une certaine manière sa solitude. Et puis je pense que C'est une question de sagesse personnelle. Bien sûr. La sexualité peut se transformer, s'épurer. Tout dépend les rapports qu'on a avec les êtres. Alors, puis on ne va tout de même pas, sous prétexte de sollicitude pour les vieux jours des homosexuels, les empêcher d'être homosexuels. Bon, attendez. L'émission va se terminer et je voudrais qu'on revienne au premier propos que j'ai tenu tout à l'heure. J'avais dit qu'en 1975, on n'avait jamais abordé le problème à la télévision. Depuis, il y a eu un certain nombre d'émissions. Et celle-ci fait un petit peu le point, si vous voulez, pas avec les mêmes invités, bien sûr, mais sur le même sujet. Donc, je vous avais dit qu'au début de l'émission, la vraie question, le vrai thème, c'était de savoir ce qui avait changé. Une espèce de physionomie. On l'a un peu oublié. Physionomie aujourd'hui. Est-ce que en 10 ans, vous avez l'impression... Ce qui a changé, c'est qu'il y a 10 ans, il y avait un prêtre, il y avait un médecin et il y avait un... Dans l'émission, vous voulez Deux dire. médecins. Deux médecins. C'est-à-dire, pas voulu faire la même. Non, je parle pas de l'émission. Non, mais c'est important parce qu'il y a 10 ans, il fallait des cautions morales. Non, je ne crois pas. Ah, si, c'était des pères nobles. Ce qui a changé, c'est pour le jeune téléspectateur. Je vous pose la question à vous. C'est pour le jeune dans votre vie quotidienne, dans votre vie, entre 75 et 84, qu'est-ce qui a véritablement changé? Le grand changement. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'on était dans une société libérale. Que le grand changement a eu lieu même en 68. Moi, s'il fallait indiquer un pivot, il y a un verrou qui a sauté, et c'est comme 68 et les conséquences de 68. Les seules conséquences vraiment positives et durables de 68, c'est ça. Donc il n'y a pas eu grand-chose de nouveau depuis 68. Si, il y a fait que tout le progrès, tout ce travail que nous faisons tous et que d'autres font. Cette parole. Et les lois, même si les lois... De ce point de vue-là, nous ne sommes justement pas privilégiés. Parce que si tout à coup la répression reprenait pour une raison ou pour une autre, car elle est toujours latente, c'est nous qui serions au premier rang. Et c'est nous qui tomberions les premiers. Donc le privilège pourrait se mesurer. Mais vous savez, quand j'avais 20 ans, moi, si j'avais pu voir une chose comme ça, ma vie aurait été transformée. Je veux dire, au lieu d'être honteux et clandestin. N'oublions pas que beaucoup de choses ont changé, il faut le dire, il faut quand même le dire. C'est ça qui est merveilleux. Beaucoup de choses ont changé. Les lois ont changé. Vous allez me dire, elles n'influent pas directement et très vite sur les mœurs. Elles ne changent pas du jour au lendemain le regard de la voisine, mais intérieurement, pour nous, de savoir déjà que les lois nous préservent de choses horribles, de choses affreuses, de choses inhumaines. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait regarder aujourd'hui, c'est ce qu'un jeune garçon qui a 16 ans, par exemple, ou 17 ans, comme vous voulez, ou 18 ans pour simplifier les choses, il a quand même
des références. Je ne dis pas qu'il est heureux, je ne dis pas qu'il est complètement satisfait. Il a des références. Il peut écouter une radio qui s'appelle Fréquence Gay, il entend des voix qui lui parlent de ce qui le préoccupe. Il peut lire des journaux, bon, je ne vais pas faire de publicité. Il peut voir des personnalités, des écrivains. Il a cette émission de télévision. Ça a changé pour lui. Il n'est pas complètement perdu. Peut-être que pour lui se pose un autre problème qu'on n'a pas abordé ce soir, qui serait le thème peut-être d'une autre émission, c'est quel est son rapport à ce garçon qui est très jeune, non seulement avec la société, mais avec nous, c'est-à-dire avec les aînés, qui ont un petit peu déblayé le terrain, mais qui peut-être aujourd'hui nous posons comme des moralistes et croyons détenir la vérité sur ces questions, comme nous le faisons un petit peu ce soir. Je pense que ce garçon a sa liberté. Je pense qu'il n'a pas eu les mêmes problèmes que nous. Oui, il n'a pas eu les mêmes problèmes que nous. Il parle d'une façon plus libre. Tant mieux pour lui. Moi, je crois qu'un garçon de 18 ans aujourd'hui peut vivre comme il l'entend. Avec un minimum de courage, beaucoup moins de courage qu'autrefois. Beaucoup moins. Et à Paris, il n'y a aucun problème. Il faut vraiment qu'il soit lâche. Moi, il a la liberté d'avoir du courage. Voilà, il a la liberté d'avoir du courage. Et il peut choisir sans être traumatisé. Je vous remercie, Paul Venn, Jocelyne François, merci Renaud Camus, Hugo Marsan. Docteur Seux, merci d'être venu ici, à visage découvert, bien que ce soit moins un exploit, entre guillemets, qu'il y a un certain nombre d'années. Merci de vos explications. Merci également à tous ceux qui nous ont prêté attention, qui ont bien voulu dialoguer par le canal d'SVP avec nous. Et je vais vous laisser maintenant accompagner nos amis de la rédaction pour les dernières informations. Et je vous propose de nous retrouver au début du mois d'octobre, maintenant, le premier mardi d'octobre, pour un débat sur, n'y voyez aucune allusion, sur la prostitution. Voilà. Bonsoir, bonne fin de soirée.